Bonjour, ici Marjorie Barry-Villa. Et Guillaume Barry. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 47, un spécial autour du feu, le deuxième autour du feu en compagnie de Marjorie Barry-Villa et Guillaume Barry. Bonjour à vous deux. Allô, Salut. Comment allez-vous? Bien? Bien? Oui, Moi aussi. très bien. Parfait. Bon, excellent, les jambes vont bien Guillaume. Oui, jambes Dans la fraîches. Gaspésie. Oui, vraiment. Si. Peut-être trop bien, on verra. Pour le moment, ça va bien. Exact, là, les gens le voient pas parce que t'es assis, mais moi je t'ai vu marcher. Tu marches quand même droite pour un gars qui a fait la grande traversée de trotter le Chic-Choc Ouais. il y a quelques jours, donc c'est bien. On est tout près du feu. Le feu est chaud en plus, on est dans les Moilous, dans votre cour. Merci de nous recevoir. Oui. Si vous entendez des sons d'ambiance, écoutez, C'est- vous avez vu Par le rapport, autour c'est du- normal. C'est Ah, Limoilou. ça, vous avez vu le autour du feu avec Dominique, on était à 2 rues d'ici. C'est ça. Donc on va se laisser porter par les sons de Limoilou, ça fait partie du charme des épisodes autour du feu. Donc ben merci beaucoup d'être là. Merci à toi de nous inviter. Ben oui, c'est ça, on aime ça. Guillaume, un grand retour à Pas sorti du bois. En fait, Ouais. Marjorie, ça fait quelques temps qu'on avait prévu cet épisode-là parce qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la raison principale de notre discussion. Tu as fait un projet Ouais. d'un an et demi dont je vais vouloir qu'on parle en détail. Puis là, on jasait, puis t'étais un peu gêné, je le fais tout seul et tout. Et là, bon, Guillaume, qui a déjà passé à Pas sorti du bois, qui a cassé la glace à l'épisode 1 il y a quasiment un an. Presque un an. Ouais. Bon, là, le Trottel Chic-Choc est arrivé. Ça a quand même bien été, si je me fie à ta première place. Félicitations en passant. Oui, merci. Donc on s'est dit, ben là, c'est le timing parfait. On fait tout ça ensemble sur le bord du feu. On a de la bière. Donc voilà. La Parfait. bière, on est, comme d'habitude, une présentation de l'Emporium. Puis on est allé Moilou, donc tout près de l'Emporium, Ouais, c'est ici, vrai. sur Arbourassa. Qu'est-ce que vous avez de votre côté? Moi, je me suis laissé guider par Guillaume parce qu'il connaît mes choix. Je ne suis pas très bière, mais je fais un effort pour ce soir. Ah, ben parfait. Donc, c'est la Battaglia de l'Emporium. Une sûre aux fruits. Donc, on va goûter ça. Sur au feu. Guillaume, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Moi, la petite duvet. Petit duvet Parce qui que est je une, sens que je vais avoir un peu froid. Ah, Je suis loin du feu, moi, par rapport à vous, là. Ben, c'est ça, hein? C'est ça. Petit duvet IPA. IPA, parfait. Ouais. Moi, de mon côté, une Cupcake Monster, donc une pastry stout. J'ai un peu peur. Pas tant du côté Monster de la chose, du Le côté cupcake. Cupcake. Une stout sans doute Cupcake. sucrée. Mais Moi, c'est 4 cream. on l'essaye. Attends, on va faire, on va le putain. rapprocher du micro. Voilà, donc une petite Ouais. pensée pour... Nos Un peu coureurs de- du matin. Ouais, c'est ça, ceux Un qui peu écoutent de l'épisode comme à ASMR. 5h du matin avant leur premier café. Nous, on est là à leur ouvrir la benne aux oreilles. Bon, il faut ce qu'il faut. Santé. Cheers à vous deux. Merci à toi. Yes. Cheers. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Merci pour Ouais. l'invitation. Donc, je remercie la gang de l'Emporium. Un verre ou... Bah écoute, non, vas-y, je te le Il y laisse. en a un autre. Non, il y en a un autre là. On est, ben, je vais y aller à la canette. hein. J'aime bien les verres. Mais j'en profite pendant que tu remplis ta bière, Guillaume, pour remercier la belle gang de l'Emporium qui est fidèle au poste. Stéphanie, C'est bon. toute la gang. Pour vrai, je sais pas si vous êtes déjà allé, l'Emporium. Non, à c'est pas côté. loin en C'est plus. pas c'est loin. vrai, ouais. Là, c'était fermé, on va vous donner le bénéfice du doute. Mais si vous avez l'occasion cet été d'aller passer, pour vrai, leur bière est exceptionnelle. Leur bière s'arrache quand il y en a un peu sur les tablettes, dans les dépanneurs, dans les épiceries. Ouais. Il en reste pas longtemps. Le plus simple, c'est de passer sur place, d'aller vous chercher une bière. Puis je suppose que la salle à manger doit être rouverte maintenant. Donc, il y a l'occasion d'aller Ouais, se rendre exact. dans le nord de Limoilou, le sud de Charlebourg. C'est un débat. Mais là, on a l'experte de la ville de Québec qui est là. C'est un Ah, lien c'est que- encore. C'est quelle rue déjà? Ouais, Marjorie? C'est Charlebourg, là, c'est plus Limoilou. Là. Voilà, donc on a l'experte ici. J'explique. En fait, non, on ne va pas expliquer. Je vais te laisser, Marjorie, m'expliquer Ouais. quel est ce projet des De 18 fou, ouais. derniers mois Ouais. dont on voulait parler ensemble. Ben, effectivement, ça m'a pris 18 mois. J'ai commencé en janvier 2020. Ben, officiellement, j'ai comme eu l'idée quelques jours avant la fin d'année.
en écoutant un podcast qui parlait du projet qu'avait fait Ricky Gates à San Francisco et aussi Anthony Boucard. À chaque fois, j'oublie son nom, mais je crois que c'est Boucard. C'est un Français qui avait fait Paris, toutes les rues de Paris, je pense en 3 semaines, mais c'était énorme ce qu'il avait fait. Là, c'est un ultra-trailer aussi, mais il avait fait un peu de rue dans son projet. Et ça m'avait donné une idée de pourquoi pas essayer d'en faire. Mais au début, je me suis dit Limoilou peut-être. Puis bon, finalement, je me suis laissée emporter par le défi. Limoilou, je l'ai fini en 6 mois, je pense. Puis donc après, j'ai agrandi et c'est ça, j'ai fini au 30 juin. Donc ça a pris 18 mois, mais j'avais mis une limite au 30 juin pour vraiment essayer. Donc les dernières semaines étaient assez intenses pour vraiment arriver à finir ça. Mais je suis bien contente de l'avoir fait, de l'avoir fini. Je comprends parce que le projet Every Single Street, ceux qui ne connaissent pas, allez voir, tapez sur Google Every Single Street. Si vous suivez des gens sur Strava, vous avez vu des gens tenter ces trucs-là. Moi, je te voyais aller, puis à un moment donné, j'ai juste eu le goût d'essayer. C'est un trip spécial, courir de route, puis faire des allers-retours, puis tenter d'essayer de prendre un bloc de rue, puis de tout faire. Puis on pourra parler c'était quoi tes méthodes. Mais c'est une mode c'est un mode de course, c'est un mode de course, disons, que Ricky Gates, le coureur américain, s'était mis à faire à San Francisco. Oui, c'est ça. Donc, San Francisco, ville quand même étendue, mais pas tant que ça. Là, tu parlais de Paris, qui est une ville très cosmopolite, donc beaucoup de petites rues dans une petite superficie. Le Québec, c'est complètement l'opposé. Non, c'est ça. Puis je sais pas combien il y a de rues à Paris, mais quand moi j'avais vu le nombre de rues à Québec, c'est 4500, puis j'avais comparé à d'autres villes, je me suis dit, bon, j'avais fait un ratio, c'était possible de le faire en 1 an, si je me prenais bien, puis après je me suis rendu compte que c'était pas impossible, mais il fallait vraiment que j'augmente, puis moi je suis pas une grande coureuse, là, j'avais pas du millage depuis beaucoup d'années, donc je ne voyais pas comment faire. Puis en travaillant, en ayant une famille, et puis la pandémie a quand même pas mal aidé, là, parce que c'est difficile à dire, mais effectivement, j'ai eu plus de temps finalement. En travaillant à la maison, ça a raccourci le temps de trajet pour aller au travail. Donc c'était vraiment... quand je me suis rendu compte que ça c'était étendu, Limoilou, ça peut se faire bien, c'est des petites rues. Puis au fur et à mesure, tu t'éloignes du centre historique. Là, les dernières rues, à la limite de Shannon ou de Sainte-Catherine, c'est plus des rues vraiment. Ça s'appelle des rues, mais c'est des rangs ou c'est des... c'est presque 20 minutes de voiture, d'auto. Parce que là, si tu n'avais plus le temps d'y aller à vélo. 20 minutes d'auto pour une course d'1 heure ou 45 minutes, puis revenir. Ça. Donc, tu as quasiment autant de trajets en voiture. Ouais, c'est ça. C'est une entreprise qui est quand même intense parce que justement, le Québec est extrêmement étendu. Guillaume l'avait fait l'année passée, je pense, un parcours semi-route, semi-trail que tu faisais l'espèce de quadrilatère. Un peu le tour, C'est un peu comme si Marjorie, pendant 18 mois, a fait l'intérieur de ce quadrilatère-là, puis a couru toutes les rues de Québec. Mais puis a fait une espèce de tour qui était littéralement... les extrêmes, les limites extrêmes nord, sud, est, ouest de la ville. Ça, mais c'est toi qui m'avais soumis l'idée. Okay. C'est parce qu'en fait, c'était en mai dernier, puis je cherchais un défi. Bon, il y avait l'île d'Orléans qui était déjà dans la tête. Il faut se remettre en condition. On est tous en pandémie, toutes les courses sont annulées. On est tous en stress pour les coureurs. Ah, celle est annulée, merde, celle est annulée. Bon, pardon pour les grossièretés, mais... Puis, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des défis à la con. Puis là, Marjo qui me dit, moi je fais les rues de la ville, fais le tour de la ville. C'est ça. Puis j'ai pris la carte vraiment sur le site que moi j'utilisais pour faire les rues, puis je voyais les limitations de la ville. Et donc je lui ai comme fait un tracé à peu près, qu'il a retravaillé, mais c'était parti de l'idée de faire... moi je fais l'intérieur et toi tu fais l'extérieur, donc ça faisait quand même 113 km finalement. 115, je pense 115 piles. C'était comme... Est-ce que c'était aussi inspiré de Mathieu Blanchard un peu au même moment ou quelques semaines avant qu'il avait fait le tour de l'île de Montréal, 125 km je crois? Ouais, c'est arrivé juste au même... En fait, je me pose la question parce que j'arrive plus à savoir si l'idée est venue de Mathieu Blanchard ou si l'idée est venue de je sais que c'était toi. Tout ça est arrivé en même temps. Ouais, tout est arrivé en même temps. Mathieu a sorti... À un moment donné, je voulais faire le tour de l'île d'Orléans. Et là, je me dis, c'est bien de faire le tour de l'île d'Orléans. Puis je pense le jour ou le week-end où j'ai eu l'idée, il y a un ami, Xavier, qui l'a fait. Puis là, c'est comme, parce qu'on cherchait toujours des défis, des nouveaux trucs. Fait. Ça, c'est autre chose. De sortir des sentiers battus. Voilà. C'est ce que tu as fait. Donc, tu l'as dit, Marjorie, l'application que tu utilisais ou le logiciel, qu'est-ce que les gens utilisent pour faire un Every Single Street? C'est ça, comme moi j'ai commencé à faire donc en janvier, je connaissais pas
j'avais pris une carte papier, puis je commençais à surligner le nom des rues quand je les faisais, puis je me suis dit, bon, ça va être long de faire ça. Puis c'était pour organiser autour de chez moi, je connais les rues, là, mais c'est pour aller plus loin. Donc en fouillant, puis je pense que c'est Ricky qui en parlait sur son site internet de ce site, donc ça s'appelle City Strides. Donc c'est pas une application, c'est un site internet, et puis c'est tenu par un bénévole qui a démarré ça en 2014 en Angleterre, qui avait eu l'idée de faire les rues de sa ville, puis il avait programmé un site, puis ça a grossi. Et donc, tu peux participer genre $2 par mois pour l'aider à améliorer son site. Puis depuis que ça a été mis en place, il y a eu beaucoup d'améliorations et d'outils pour faciliter le travail. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une grosse explosion avec la pandémie. Il y a comme un forum, puis là on voit les gens qui se sont mis à faire ce même défi-là partout dans le monde. Et puis c'est bien parce que ça recense toutes les villes dans le monde en fait. Donc tu connectes à moi je l'ai connecté à Strava, mais tu peux le faire avec Garmin et un autre, en tout cas toutes les montres qui peuvent se connecter avec un GPS. Et donc, dès que tu cours quelque part, la course se charge sur l'application, sur le site, et ça te donne le nombre de rues que tu as. Donc, quand moi j'ai connecté, c'est toutes les rues où j'ai couru dans le monde. Donc, tu sais, le village de mes parents en France, il y a comme 30 rues, mais j'en ai déjà fait 10. Elle pourrait être vite remplie. La prochaine fois que je vais retourner. Tu pourrais se faire quoi en 18 minutes plutôt que 18 mois? Ça. Ouais, c'est exactement là. Je suis pas retournée depuis que j'ai commencé ce défi-là, mais la prochaine fois que j'y retourne, c'est sûr que je vais faire toutes les rues de Prats. Donc, c'est vraiment drôle. C'est vraiment comme un jeu parce que c'est ça, tu as une belle carte du monde et puis tu vois toutes les rues. Et donc, au fur et à mesure, ils ont rajouté des outils. Puis, un outil qui était vraiment pratique, c'est de pouvoir créer des itinéraires selon les rues qui te manquent, en fait. Donc, vraiment comme Strava, quand tu peux créer ton itinéraire. Ça, c'est arrivé en cours de... Ouais, au début, j'utilisais Strava parce que j'avais pas d'autres outils. Mais maintenant, c'est en place depuis quelques mois. Donc, c'est vraiment pratique parce que, en fait, le site te donne la liste des rues qu'il y a dans la ville. Puis, ça marche par ça s'appelle ça des nodes, mais des nœuds, dans le fond. Parce que chaque rue, quand il y a une intersection, ça fait un nœud. Ça veut dire que, je sais pas, mais là, j'avais regardé, par exemple, Boulevard Champlain, qui était ma dernière rue, qui est très longue, qui fait 12 kilomètres. J'ai calculé la dernière fois, je sais plus. Et il y a 655 nœuds. Donc, c'est des points, soit de passage dans la rue. C'est la cartographie qui fait ça, en fait. Donc, il faut que tu passes tous les nœuds pour valider 95% des nœuds, il faut que tu les passes pour valider la rue. Donc, quand tu fais ton itinéraire, tu peux faire afficher les nœuds qui manquent. Donc, c'est en rouge par rapport à des nœuds violets, dans le fond. C'est comme ça que tu peux faire ton itinéraire, puis être efficace, dans le fond. Parce que c'est ça aussi, c'est que tous les soirs, je programmais mon itinéraire pour être... Je savais que j'avais comme 45 minutes, parce que je courais le matin, je ne veux pas partir trop longtemps, puis être revenue pour la routine des enfants. Donc, j'ai vu 7-8 km le matin, mais en essayant de faire le plus de rues possible. Ouais, c'est pas ça. Juste... et puis pas en manquer pour pas avoir à y revenir aussi. Donc, c'est toute une logistique. Mais ça m'a occupée. Là, je suis un peu sans action depuis... c'est ça, j'allais dire, là, depuis le 30 juin, quand tu as terminé ton défi, est-ce que tu trouves ça trop facile de simplement courir sans essayer de... Elle est en dépression totale. Je sais plus quoi faire. Mais c'est vrai, non, mais la première journée, j'étais vraiment contente. Je dis, ça y est, je peux dormir le matin, j'ai plus à réfléchir à où aller courir. Puis, c'est ça, là, je me manque un peu de défi, là, mais bon, je me suis inscrite. Ça fait une semaine. Oui, ça fait une semaine. 7 juillet. Toi, avec ton Every Single Street, que Guillaume avec ses tours de l'île, tours de Québec, j'ai comme l'impression que il y a d'autres défis qui vont se pointer. Oui, non. Ça sera pas long. Hein. Mais là, je le dis à tout le monde, j'en ai marre de l'asphalte. Je pense que j'ai assez donné de courses. Donc, je vais retourner dans les sentiers avec je me suis inscrite à Arikana 42. Ça me fait un bel objectif pour l'été. Mais c'est vrai, il y a, dans la ville de Québec, il y a des villes qui sont enclavées. Mm-hmm. Donc, l'ancienne Lorette et Wendake ne font pas partie de Québec, donc je ne les ai pas courues totalement. Je me suis laissé le choix de ne pas les faire au 30 juin. Donc, il y a ça qui va permettre de me faire un autre défi mais je veux plus prendre l'auto pour me déplacer et aller courir des rues résidentielles dans le nord de Québec. C'est pas vraiment le fun forcément tout le temps. Non, c'est ça. T'as le défi parfait pour constater peut-être un petit problème de Québec qui est la façon que Québec a été construite, qui a été développée. On en prend toujours plus large. C'est Montréal avec comme les limites géographiques de leur île. Québec, c'est comme... Il n'y a pas de limite, oui, c'est ça. C'est des quartiers résidentiels à pu finir. Moi, on en parlait juste avant, mais je viens de déménager, puis
c'est ça, je découvre un quartier, puis là, c'est des nouvelles rues, puis tu penses que t'es au bout de la rue, puis là, tu prends un croche, puis OK, ça continue ce boulevard-là, puis c'est interminable, Québec, nord-sud. Puis, c'est moi... Pas sud, mais nord-est-ouest, ça s'étend tellement largement. Hein. Puis, en 18 mois, j'ai couru des rues en construction, qui n'étaient pas forcément sur la carte encore, mais il y avait soit une fois, j'étais passée, puis je voyais qu'ils étaient en train de faire des nouvelles rues, il y avait déjà les panneaux, donc c'était pas encore asphalté, mais je les ai courus quand même. J'ai dit, une fois qu'elles vont sortir sur la carte, elles seront faites. Il y en a qui c'est vraiment, je pense qu'il faudrait que j'y retourne, c'est parce que la carte est mise à jour au fur et à mesure que les rues se créent, mais effectivement, ça s'étend, donc il y aura peut-être plus de rues que ça d'ici 6 mois peut-être. Donc, au fur et à mesure, je vais les courir. J'irai les courir quand même. Là, je veux pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte d'espace. Ah non. Non, c'est pas... Il y a la forêt. En même temps, oui, il faudrait qu'il y ait une contrainte non, d'espace. C'est ça, il faut préserver des zones vertes qu'on peut, mais effectivement, il n'y a pas de contrainte à Québec. T'as le lac Beauport au nord, mais je suis dans ce coin-là, puis je me rends compte que entre les limites de Notre-Dame-des-Laurentides, Beauport, Charlebourg, puis le lac Beauport, il y a comme un superbe terrain de jeu qu'on ne veut pas qu'il ait été développé. Non. Regardez-nous là. Non. Laissez Marjorie aller faire un every single trail dans ce coin-là. C'est ça. Je pourrais effectivement faire toutes les trails maintenant. Voilà. Il y a un hashtag à partir. Ricky Gates le disait quand il est parti Every Single Street, lui c'était un projet personnel parce que ceux qui connaissent pas Ricky Gates, c'est un coureur d'ultra, mais qui a fait des défis un peu de fou. Il a commencé avec un Every Single Street à San Francisco qui est devenu viral, qui est devenu un mouvement international. Récemment, il y a quelques années, il a fait le Trans-Americana, il a traversé les États-Unis de l'Est jusqu'à l'Ouest d'une traite, il en a fait un livre, il en a fait un film. Puis je me rappelle, je l'écoutais, il est passé au podcast, je me rappelle pas si c'est celui de Ginger Runner Live ou de Dylan Bowman, mais bref, il faisait la promo de Trans-Americana, mais il parlait d'Every Single Street, puis comment c'est parti de lui, un simple désir de je viens de déménager à San Francisco, je vais apprendre à connaître ma ville, courons toutes les rues, puis c'est devenu un mouvement international. Il dit au début c'était un site, puis on tentait de répertorier, puis ça a complètement explosé, puis il a fallu qu'il embauche quelqu'un pour gérer ça. Puis c'est devenu un mouvement, tu sais, même je voyais récemment Eric Sandsman, qui est un coureur américain. Qui a fait la western. Qui a fait de la western set, qui est dans les Coconino Cowboys, la gang de Flagstaff avec Jim Wandy, tout ça. Puis il s'est présenté à la mairie ou au Sénat, peu importe, pour la région de Flagstaff. Puis sa campagne était de faire Flagstaff, Every Single Street, de courir toutes les rues en disant, dis-moi, je vais avoir couru chaque pouce carré de cette ville-là, fait que je vais la connaître comme le fond de ma poche, donc je vais pouvoir représenter ces gens au Sénat, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est devenu comme ça, puis chacun le fait pour ses motivations. Toi, ça a été quoi le déclic de vouloir découvrir? Parce que tu dis que tu as commencé en Limoilou, mais à un moment donné, ça a comme explosé. C'était le désir de connaître cette ville-là plus en profondeur. Oui, il y avait ça aussi. Ça fait 10 ans qu'on est au Québec, 2009, non plus que 10 ans. Puis effectivement, je me suis rendu compte qu'en courant je faisais avant de démarrer le projet, moi j'aimais ça la course ludique, donc j'écrivais des mots, comme du Stravart, j'ai écrit Limoilou, on avait écrit Bonne année, c'était mon genre de truc que j'aimais bien. Puis forcément à Limoilou, c'est que des rues parallèles ou perpendiculaires, donc ça se faisait bien. Puis là, je remarquais que ça faisait pas mal de rues déjà validées avec ces courses-là. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je pense que j'ai envoyé un message à Amélie en décembre, je dis je pense que j'ai trouvé mon défi en revenant d'une course où ça j'avais zigonné dans les rues. Puis c'est une fois que j'ai démarré le truc, puis ça allait bien, j'augmentais autour de chez moi, les rues étaient faites. Puis après Limoilou était comme fait, puis c'est là où Limoilou c'est vraiment la cité Limoilou. C'est l'histoire là, de Québec, donc toutes les rues avec l'architecture. Donc c'était vraiment intéressant de découvrir ça, de voir aussi l'art public qu'il y a beaucoup dans la... Je dis, je vais aller voir ailleurs. Je suis sûre que dans toute la ville, il y a d'autres choses à voir. Eh ben non. T'exagères. Ils sont plus espacés. Non, c'est ça. L'histoire dans les rues neuves. Beauport, je respecte Beauport, je suis un gars de Beauport, j'ai vécu à Beauport le plus clair de ma vie. L'art public est plus distancé, disons. Oui, mais il y en a quand même. Sur l'avenue Royale. Oui, c'est ça. T'as des statues quand même de Cooksasville. C'est quand même. Puis, non, mais quand il y en a beaucoup, et c'est dommage parce que c'est pas recensé. Sur le site de la ville de Québec, il y a la liste de l'art public à la cité Limoilou, mais t'as pas les autres trucs. Alors qu'il y en a partout dans. Je crois que c'était dans la Haute-Saint-Charles, une journée, il y avait une statue en plein milieu d'un parc, puis personne ne sait qu'elle est là. C'est dommage pour l'artiste parce que les voisins doivent le voir, mais personne va venir forcément la voir. C'est dommage, mais j'avais comme l'idée, c'est de
bon, je fais des stories des fois sur Instagram avec l'art public, puis de diffuser un peu. C'est pour autant connaître bien sa ville, de regarder ce qu'il y a qu'on peut découvrir. Donc c'est une idée aussi de faire un répertoire de tout ce que j'ai vu pendant avoir couru toutes les rues. Puis Guillaume, il me dit, à chaque fois que je passe dans une rue, toi, tu l'as déjà couru. Ouais, c'est ça qui est fou. Peu importe où tu vas passer dans Québec. Il doit pas avoir grand personne. Tu disais, je pense que tu étais la deuxième à l'avoir complété, la première femme. Oui. Mais je me dis, tu sais, ça fait 12 ans que vous êtes au Québec. Je veux dire, vous êtes bien implanté depuis longtemps, mais la plupart des gens de plus de 12 ans, ça fait plus de 12 ans. Tu sais, ça fait 30, 40, il y en a qui ça fait 80 ans qu'ils sont à Québec. Il y a quelque chose que tu as fait que très, 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 très peu de personnes, je veux dire, à part toi, puis l'autre Simon, Simon, il n'y a personne qui a fait ça. Toucher à chaque rue de la ville de Québec, quelque chose de complètement fou là-dedans, de dire tu connais ta ville comme... Oui, mais je me repère beaucoup mieux aussi, tu sais, quand je me déplace en auto, je fais des recoupements, c'est que je faisais pas avant, parce que je dis, le boulevard Chauveau, il atterrit là, alors que quand tu vas toujours les mêmes secteurs, tu fais pas les rapprochements avec les autres rues ou les autoroutes. Donc là, j'ai gagné ça. J'ai moins besoin de GPS maintenant. Là, j'arrive à me... C'est comme le GPS qu'on part avec la voiture. Ah, mais en plus, je lui dis à chaque fois... Bon, ben Marjorie sait comment aller zigorer. 378 avenue Bellefeuille, pas de problème. Pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça, forcément, j'ai aussi en travaillant les itinéraires pour me rendre, parce qu'après Limoilou, c'est ça, je me déplaçais à vélo, c'est pour limiter le nombre de kilomètres à la course, parce que effectivement, c'est courir 5 kilomètres de rues qui sont déjà faites. Quand tu fais un défi comme ça, c'est moins intéressant. Donc pour Beauport, Charlesbourg, j'allais à vélo, puis après je courais un certain nombre de kilomètres, puis je revenais. Après, c'est devenu trop loin, là, la Haute-Saint-Charles. Ouais, Val-Bélair d'ici, c'est non. Puis moi, c'est ça. Retour et retour. C'est ça, même si on peut prendre la piste les corridors cheminots qui traversent, c'est presque. J'en ai fait pas mal grâce à cette piste-là, c'est de rallier des coins de ville grâce à ça, mais ça reste que c'était trop loin pour moi après à la course ou à vélo. Là, j'étais pas assez. Ça prenait 2-3 heures. J'ai pas souvent 2-3 heures de temps dans une journée, à part la fin de semaine. Il y a les contraintes, vous avez 3 enfants, il y a le boulot. Oui, on a deux emplois à temps plein. Bon, Guillaume, c'est sûr, il a travaillé moins l'année dernière, ça laissait plus de temps à la vie familiale. On a eu une année tranquille à ce niveau-là, mais c'est ça, il y a quand même d'autres contraintes. Après 18 mois comme ça, avoir parcouru ta ville entre... décembre 2019 avant de commencer, puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as découvert sur ta ville? Qu'elle est très étendue, hein, on en a déjà parlé, non, je pensais pas. Puis c'est vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que peu importe l'arrondissement, il y a toujours eu une vue sur le fleuve. J'ai toujours, pas à toutes les courses, mais il y a une grande majorité où le fleuve est toujours présent, où qu'on soit dans la ville, on a quand même toujours une vue sur le fleuve, puis ça c'est quand tu arrives le matin, tu as le lever du soleil sur le fleuve Saint-Laurent, c'est toujours je pensais pas que rendu à fin fond peut-être de Val-Bélair, peut-être j'exagère, mais il y a des endroits, vraiment je pensais pas voir le fleuve ou l'île d'Orléans, je me suis retrouvée dans des rues de Beauport que je pensais pas, qui ont rien d'extraordinaire, mais qui ont une petite vue sur l'île d'Orléans ou le pont. Puis là, tu te dis, quand même, ça fait... Tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, puis tu vois... La route de l'aéroport aussi, c'est pas une route qu'on prend souvent, parce que forcément, il n'y a pas grand-chose à part les grands terrains pour l'aéroport, mais ça monte un peu, donc tu as des beaux levers de soleil quand il va assez tôt le matin. Donc c'est vraiment une belle ville, puis très, très différente. Tu sais, la cité Limoilou, tu as des petites rues, des ruelles qui ressemblent un peu à l'Europe, c'est ce que je connais, qu'on pourrait trouver en France, puis des rangs avec des écuries et des chevaux. Donc on a un peu de tout dans une grande ville. Donc c'était vraiment beau à voir. Là j'essaye tout le monde me demande, tu as fait un top 10 de tes rues préférées ou des plus moches, là, mais... là, j'essaye de me rappeler aussi de ce que j'ai vu de plus beau. C'est difficile parce que des fois, j'étais dans mon mood aussi. Là. Puis bon, j'écoute beaucoup de podcasts, donc je ne regardais pas forcément la rue ou le nom de rue. Je m'attardais plus à des éléments. C'est soit une maison qui était un peu typique, je prenais en photo, ou les plaques. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'aimais te suivre parce qu'il y avait les rues, il y avait les quartiers que tu faisais et tout, mais il y avait aussi... les petits détails que tu prenais à un moment donné, récemment, c'était les grilles de rue. Les plaques de rue. Mais on se rend compte, moi, j'avais jamais remarqué, j'ai fait 30 ans que je vis à Québec, puis j'ai jamais remarqué que les plaques sont différentes d'une place à l'autre, puis il y a quasiment de l'art qui se fait. Non, c'est ça, puis j'ai appris, moi, c'est ça, qu'il y a des plaques, quand il y a des dessins de poissons ou d'eau, ça veut dire que c'est une signification
spéciales. Puis c'est une entreprise aussi de Québec ou de Saint-Augustin qui fabrique ces plaques-là. Donc, je me renseigne à chaque fois quand je trouve quelque chose d'intéressant. Oui, et puis les plaques avec les poissons dessus, c'est qu'à chaque fois que la ville, où tu vois une plaque comme ça, donc la ville a acheté cette plaque-là, il y a un $2 qui est reversé pour le traitement des eaux. Le traitement des eaux ou la protection des océans, il y a un lien. Il y a un lien. Donc, je regarde les plaques d'égout maintenant. Oui, ça, il me les repère ici. Avant, je les regardais pour pas tomber, maintenant je les regarde pour les prendre en photo. Non, mais ça reste que des fois quand on fait de la route, tu en as fait beaucoup. C'est combien de kilomètres? 4000? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai calculé le nombre de courses que j'ai fait pour ce défi-là, puis ça m'a pris 3401 kilomètres, mais ça ne veut pas dire que c'est 3401 kilomètres de rue de Québec, là, mais, parce que tous les allers-retours ou les impasses, mais quand même, en tout cas, j'ai couru 3401 kilomètres pour faire ce défi-là. Et quand on fait 3400 km de route, on finit par chercher quelque chose à regarder. Non, parce que c'est pas toutes les rues qui sont sur les plaques d'égout. Les plaques d'égout, puis c'est ça, les maisons, ou des fois dans des jardins ou des décorations, à Noël, à chaque fois il y a des choses différentes. Ou quelqu'un qui fait décoration, je suis tombée sur une maison qui, pour la Saint-Valentin, décore son arbre, puis je suis repassée, je sais pas pourquoi, mais à Halloween, puis l'arbre était décoré différemment. Donc, c'est des petits détails comme ça qui accrochent l'œil, puis ça rajoute du fun à la course. Ben oui. Est-ce qu'il y a un quartier ou un coin, une rue qui t'a surprise ou un coin que tu es tombé en amour avec un endroit que tu t'y attendais pas, que tu partais faire ta run normale du matin de route, puis tu es tombé sur quelque chose, puis tu as fait OK, wow, ce coin-là? Ouais, c'est difficile. J'ai essayé de me souvenir, mais tu vois, il y a tout le coin, la rue du Vignoble, qui est en haut de Beauport. Ça donne une belle vue sur Québec, là, parce que c'est des champs. Je ne sais pas si c'est des champs qui appartiennent aux Sœurs de la Charité. Okay. Et donc après, tu as des maisons aussi un peu ancestrales dans ce coin-là. Donc, mais j'ai essayé de me souvenir, mais là, il y a juste celui-là qui me revenait en tête parce que j'aimais assez courir avec la vue sur la ville et sur le fleuve. J'ai pas dans la tête de vraiment de belles rues. La rue du Cap, ça c'est une rue qui est superbe. Je sais pas si tu l'as déjà vue. C'est une rue qui est parallèle c'est dans le Vieux-Québec là, qui est une rue qui est parallèle à la rue Saint-Paul. Okay. Puis c'est une rue qui est vraiment c'est une ruelle presque, mais c'est quand même une rue. Puis elle est accrochée entre la montagne et la rue Saint-Paul. Puis l'hiver elle est magnifique cette rue-là quand elle est enneigée. Donc il y a des petites rues comme ça que je me souviens, mais après, je peux dire les rues moches, si tu veux. Ça, il y en a pas mal. Wilfrid Hamel. Wilfrid Hamel sous la pluie. Les coins moins tout ce qui est industriel, c'est moins. Les quartiers industriels, moi, je me rappelle, à chaque année, je vais faire mon anti-rouille quelque part au Wilfrid Hamel, autour de l'usine Simons. Oui, exact. Tu te dis, moi, je me dis, tant qu'aller faire une heure, aller attendre dans une salle d'attente, je vais aller courir dans le coin, puis j'ai toujours pas trouvé de charme, mais on peut le dire parce qu'il y a personne qui habite là. Non, c'est que des bureaux, des immeubles. On va froisser personne. Non, mais c'est ça, c'était pas. Il y a des endroits, tu sais, des moments où c'était moins facile, ou courir quand t'as des rues où il n'y a pas de trottoir. C'est des terre-pleins, ou tout ce qui est rue d'industriel, ou les boulevards. Je me rappelle aussi notamment quand tu faisais des bretelles d'accès ou des choses comme ça pour aller sur l'autoroute. L'autoroute ne fait pas partie des rues. Mais la bretelle, je le fais. Mais c'est ça, jusqu'à un certain niveau, c'est une rue en fait. Donc des fois, tu faisais ça. Comme elle courait très tôt le matin, ça allait. Puis en temps de pandémie, il n'y a pas trop de voitures. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui se lance dans le défi puis qui fait ça un jeudi à 4h l'après-midi ou 5h, non. Pourquoi là? D'abord, tu te fais klaxonner. Non, c'est ça, t'as le bonhomme qui dit t'as pas le droit, mais moi je me rendais jusqu'au panneau, puis là je me dis les gens ils vont appeler la police parce qu'ils vont dire il y a quelqu'un qui court sur l'autoroute. Non. Puis des fois je fais des tours de rond-point aussi, puis les gens doivent se demander qu'est-ce que je fais à tourner autour, mais il faut tourner autour pour valider le rond-point. Donc, mais là, tu motives pas les gens à faire le défi. Mais ça fait partie du charme, je pense, de la chose d'aller faire every single street, que ce soit d'un quartier. Voilà, il y a des hauts et des bas. Là, c'est ça. Il y a toujours, dans un défi, il y a toujours... En même temps, ça prépare pour les ultras ou les longues distances. Si on va faire l'UTHC 42, ça sera pas le fun pendant 42. Là, il y a le gros travail aussi, c'est ça, c'est qu'il y a toutes les rues à faire. Moi, ce que j'ai vu aussi beaucoup, c'est tout le travail de tracer, quoi. Ouais. C'est des heures le soir, ou enfin, en tout cas, n'importe quand tu veux, mais... ou un écran avec Strava, un écran avec CityStride, ou un écran, enfin bref, le téléphone, l'application, optimisation.
Ouais, une experte de la cartographie. Là. Ouais, Ouais, pendant que je dormais devant Netflix, elle était en train de... de faire mes cartes et de mes tracés. Côté sport, parce que là, tu disais tantôt, tu as commencé en disant je suis pas une grande coureuse. Bon, tu viens de faire 3400 km. Moi, puis tu t'en vas faire l'UTHC 42. Je retire, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais Marjorie, la coureuse, pré-défi Every Single Street, puis aujourd'hui, c'était quoi ton volume quotidien avant de courir jusqu'à aujourd'hui pour compléter ce défi-là? C'est sûr, j'ai pas commencé à courir en janvier 2019, mais j'ai toujours un peu couru depuis qu'on se connaît, donc 2004, hein, donc ça date. On est un vieux couple. Mais lui, il courait des marathons avant de se mettre dans l'ultra, donc j'ai toujours un peu couru, mais pas vraiment, avec des phases, puis avec les grossesses et tout, j'ai essayé après, mais dans le fond, j'ai beaucoup commencé à courir en 2019. Je sais pas, il y a eu comme un déclic qui s'est fait au printemps 2019. Je pense que c'est un lien aussi quand toi, tu as couru plus de trails. On a rencontré Guillaume a rencontré les Cute. On a eu comme une nouvelle... Une communauté qui s'est créée, qu'on n'avait pas. On a rencontré des nouvelles personnes. Moi, j'ai rencontré Amélie qui m'a initiée à la trail. J'ai participé au Cute aussi, puis je sais pas. Donc là, je me sentais que je pouvais augmenter ma course et que ça allait bien. Je me blessais pas, et puis j'étais pas du tout dans le... Peut-être tu t'es retrouvé aussi, tu t'es retrouvé dans d'autres personnes Oui. qui étaient peut-être dans la même situation que toi et qui, eux, voilà. Tu sais, qu'on courait pour le plaisir, puis... Une vie sociale oui, à travers la course, le sport. Ouais, que c'était pas juste je vais courir parce qu'il faut que je m'entretienne ou parce que non, sinon... c'est ça, c'était autre chose. On a découvert, c'est ça, une belle communauté. Et donc, c'est ça, j'ai augmenté au fur et à mesure. Puis, j'étais pas du tout dans l'idée d'augmenter mon pace ou l'allure. C'était pas... Mais je m'entraînais quand même pour le semi-marathon de Québec. Donc, Guillaume avait fait un petit plan d'entraînement. Donc, c'est ça, ça a augmenté mon volume au fur et à mesure. Puis, arrivé fin 2019, où je me suis dit, je vais me lancer dans un défi qui n'a pas d'allure. Mais c'est ça, j'étais partie quand même avec une petite base de course. C'est sûr que là, tout le monde me dit, ben là, t'es pas une petite coureuse, mais j'essayais d'avoir un volume de 60 km par semaine pour le défi parce que je me rendais compte que c'est ça qu'il fallait avoir pour arriver à la fin au 30 juin. Donc j'ai augmenté graduellement le millage, mais toujours à mon allure. C'est ce que quand je finissais une course de rue, je regardais jamais. Je sais que j'allais faire 8 km parce que le tracé me donnait 8 km, mais c'est pas le nombre d'allures que j'avais fait. Moi, c'est le nombre de rues. Combien j'avais validé de rues. C'était le truc le plus important que je voulais savoir. C'est parce que je suis pas du tout dans la performance comme. Puis c'est ça. J'ai pas le même niveau que le monsieur à côté. En même temps, ça doit être très sain aussi de se dire, tu sais, genre 3400 km en 18 mois, c'est énorme, on va se le dire. Mm-hmm. De le faire un pace qui, justement, l'objectif n'est pas de le descendre, de faire des intervalles, de pousser à la limite de se repousser, parce que je pense que de se repousser en entraînement, oui, ça peut faire qu'on augmente notre forme physique, ça fait qu'on augmente notre vitesse moyenne, mais ça a aussi des impacts négatifs de pousser au quotidien à l'entraînement, alors que là, tu as fait un 18 mois de gros volume, de gros millage, un pace, c'est très le pace du bonheur, non, le pace de on se promène à Beauport puis on regarde le fleuve. Non, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est la façon peut-être la plus saine d'augmenter son volume. Ouais, ou de se mettre à la course, parce oui. Parce que c'est souvent ce qui peut arriver à vouloir augmenter ton pace, faire machin, c'est à t'écœurer et puis à te dire à chaque fois que tu sors d'appréhender presque. Oui, non, c'est déjà arrivé, moi, dans une situation où... pas envie de faire un entraînement. Pourquoi est-ce que je vais me claquer du tempo alors que j'ai pas envie c'est vrai que voilà, c'est bien ça, je trouve, de le voir de ce côté-là, parce qu'on n'est pas payé à faire ça. Non. Oui, non, c'est ça, je suis pas une sportrice professionnelle, donc c'est juste pour le plaisir. Puis là, c'est sûr que là, je vois que mon millage baissait depuis 2 semaines, mais c'est ça, je vais remonter, puis prendre ça tranquille avec des nouveaux défis, mais faut que je retrouve. Elle a déjà d'avoir lu les trophées de la Ricana 42. Oui. Tu fais le 42 du samedi? Oui, le classique. Toi, tu fais les deux, hein? Oui, mais c'est... Tu fais les deux, puis après tu fais Bromont, c'est pas ça? C'est ça, c'est tout. Une excellente idée. Quel 160? Ouais. C'est cela. C'est beau. Oui, c'est une très bonne idée. Non, mais ça va. 2 fois 42. Ben, moi, c'est vraiment au mode week-end shop. Là, on est 6 à 7 semaines avant Bromont, je pense. Ouais, je ne vais pas dire n'importe quoi. Fait 42, c'est un très gros week-end choc, mais j'y vais pas. Arrache-toi sur le deuxième, pas sur le premier. Pardon? Tu peux t'arracher sur le deuxième. Ouais, exact. Mais moins sur le premier. Exactement. On va être en mode économie.
Mais c'est quoi ton plan pour cet été, en préparation de ça? Est-ce que ça va être ta plus longue distance à vie? Non, parce que en trail, oui, remarque, parce que j'avais fait le 28 à Ricana en 2019, le lendemain de... On avait fait 30. Oui, j'avais fait le trail de la clinique coureur, mais pas en mode course, là, c'était avec Guillaume On a déjà fait 70 km. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça, en c'est distance, avec le défi des Gringos, j'avais fait 70, c'était ma plus longue distance, mais en 10 heures, 10 heures de temps. Mais en trail, oui, ça va être la première. Mais je crois que c'est une belle distance pour... après le 28, je me suis dit, bon, 42, ça pourrait être pas mal. Ouais, puis c'est un beau parcours aussi. Ouais, non, le 42, il est le fun. T'as pas l'espèce de portion, tu sais, Guillaume, t'as fait le 125 deux fois, tu sais de ce que je parle, mais tu sais, entre les Hautes-Gorges puis le début du 42, t'as une section qui est le fun quand c'est le début de ton 65, mais que moi j'ai trouvé très pénible, puis c'est pas à cause que le parcours est difficile, mais tu sais, cette portion-là à partir des Hautes-Gorges, le premier 20 km après, c'est pas la section la plus passionnante, alors que quand t'arrives le 42, montagne noire et tout, puis les terrains varient, t'as des sections techniques, t'as des sections de VTT où justement tu peux ouvrir un peu plus. C'est quand même un 42 le fun, mais en tout cas, moi je sais pas mon expérience. Le début du 65, le milieu du 125, c'est pas un bout de... Dans le 125, ce que je préfère, moi, c'est les premiers 65. Oui, exact. Ah oui, ce parcours-là. Peut-être parce qu'en fait, on est plus en forme. C'est ça. C'est peut-être ça aussi. Écoute, on lance l'idée à Marlène de la Reine d'Aricana. Faites un 65, mais la première moitié. Alors, tu le rapatries après à l'arrivée au Mont Grand Fond. Ouais. Bon, puis tu es rendu à Haute-Gorge, tu te rends jusqu'au Mont Grand Fond. Oui, non, c'est ça. C'est juste la fin. C'est ça. Ouais. Fait que la Aricana, est-ce que vous montez, tu fais tout le 125, Guillaume? J'ai pas de plan. OK. Comme je fais le QMT 160. Ah, tu fais le QMT 160? Oui. Ah, je savais pas. Ouais. Quelle belle idée. Alors, Quelle belle idée. Il y a bravo. 3 semaines entre les deux? Un mois, je pense. 14 août, 12 septembre. Ouais, un peu moins d'un mois. 4 semaines, mais OK. C'est ça. Donc... Normalement, je fais rien. Je sais pas. Sage. Mais je sais qu'il y a une porte qui est ouverte. Ouais, parce que c'est difficile de parler à Ricana. C'est ça, c'est tellement difficile. Le dernier, je l'ai raté. J'ai comme une petite amertume. Mais je sais pas. Donc je sais pas. Là, c'est quoi? J'ai vu un peu sur des groupes de trail, ils parlent du Triple Crown. Parce que tu sais, le Triple Crown of 200, c'est un truc qui est populaire aux États-Unis, c'est les 3 courses de 200 mètres. Mais là, le monde commence à parler du Triple Crown du Québec. J'ai vu ça passer sur un groupe Facebook de trail qui est de faire QMT, Aricana et Bromont, donc les longues distances, le 100 miles, 125 km puis 100 miles. Bon, d'habitude, c'est très ambitieux de faire ça quand le QMT, ben là, c'est jamais arrivé, mais tu sais, mettons, 2022, tu as le QMT début juillet. Aricana, début septembre, Bromont, mi-octobre, c'est réaliste, c'est ambitieux, c'est réaliste. Là, cette année, c'est un peu... Bah, si tu rajoutes l'UTCC, ça se fait bien. Hein. OK, bon, voilà. Ça fait 4. En fait, Gaspésia puis UTCC, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Anne Bouchard, Maxime Simard, ces gens-là, ça s'est tapé transpercé 100, puis l'UTCC 2 semaines après, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Ah oui. Il n'y a pas de problème. C'est juste des kilomètres. C'est juste ça, juste dans la tête. Un pas devant l'autre. Fait que la Ricana cette année, ça va être le contrat de l'édition 2019, c'est-à-dire Marjorie Court, Guillaume est là, on sait pas trop que. Je sais pas. Peut-être. Mais ouais, peut-être que en fait, il y a la logistique des enfants aussi, parce que je ne vais pas non plus laisser tout seul. Mais je me dis peut-être que. Aussi, parce que là, je me suis stationné ici à côté, puis moi, je suis, on pourra en parler, le Vivan que je suis sur Instagram. Vivan depuis les débuts, mais là, je l'ai vu de mes yeux vus. Je pensais que j'ai fait un petit flatté. Il faut que tu te... En fait, moi, je m'accroupis quand je passe devant. OK. Voilà. Quand je quitterai, je le ferai là-bas en bonne uniforme. Le Vivan, ouais, plus les enfants, le camion, il se débrouille tout seul, là, mais peut-être que si ça se passe bien, en tout cas, si ça te tente, moi, j'irai courir avec elle, les 42. OK. Pour être cool. Tasquer au 42. Voilà, mais je sais pas encore trop. Vérifie, je pense qu'il s'est rempli quand même vite, ce 42-là. C'est ça aussi, c'est que cette tête se remplit vite. On verra. On verra. Moi, je suis inscrite, en tout cas. Toi, tu le fais, c'est sûr. Moi, c'est sûr, je le fais. Fait que pendant les 2 sur le 42, les 3 enfants, on les envoie faire du bénévolat. Mais Louisa a envie, la grande. Ouais. Parce que là, vous avez Nino qui a fait le 2,8 km à. Ouais, mais les filles, elles courront pas, elles cherchent pas. Non, OK. Non. Mais Louisa, elle est intéressée, elle a 14 ans, elle est intéressée s'il y a du Wi-Fi, en fait. Ah, OK. Non, c'est ça. Wi-Fi, pardon. Du réseau. C'est ça. Non. Intéressée à courir ou intéressée à être là? À faire du bénévolat. OK, à faire du bénévolat, mais s'il y a du Wi-Fi. C'est ça. Non, mais si elle a des copines, ou voilà. OK. Mais ouais, peut-être bénévolat. Moi, je ferais bénévolat aussi. On lance une perche à la fille de René. Voilà, comme ça. Moi, je ferais du bénévolat sûrement de nouveau cette année.
j'avais participé à l'UTHC l'année dernière avec l'équipe des bénévoles pour les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Donc, j'étais comme sur le terrain, mais comme je faisais le départ du 125, c'est vraiment le fun parce que tu es proche des coureurs, puis tu as comme une émulation, puis les gens veulent suivre la course en direct, donc ils sont très... ils aiment ça avoir les vidéos de suite ou d'avoir les infos le plus rapidement possible, même s'il n'y a pas trop de réseau dans le Charlevoix, mais on a quand même réussi... Défis, quand on compare certaines courses avec d'autres, puis j'en profite pour lever mon chapeau ou ma casquette à la gang de l'UTCC parce que moi, samedi, je suivais ça à distance, du mieux qu'on peut. Ouais. Parce que, quand tu viens de suivre l'UTMB et la Western States, là, tu t'attends à gros. Mais on s'entend que l'UTCC a fait une foutue bonne job parce qu'on avait on avait les leaders après à 9h55 le matin, donc en début de course quand même. Mais puis rapidement, on a su les gagnants de chaque distance. Puis on a vraiment fait une top couverture. Donc on envoie un petit shout-out à la gang. Oui, parce Je pense qu'ils étaient vraiment motivés. Hein, Oui, c'était une super organisation. C'est une belle organisation. Puis ils sont en train de, je ne veux pas dire redorer l'image parce que c'est pas du tout la même gang que du Stade du Mont-Albert, c'est un nom différent, mais ça reste que c'est les mêmes parcours, c'est le même coin. Puis, tu sais, on sait tous comment ça a fini le Trottoir du Mont-Albert, puis on va pas en jaser. Mais c'est vraiment le fun de les voir parce que je pense que la première édition, ils ont tenté de quoi en 2019? Ouais, il n'y avait pas eu la bonne météo. Minute, je pense, puis mauvaise météo et tout, ça n'avait pas été annoncé beaucoup d'avance. 2020, ben, c'est 2020. Puis là, ça a vraiment... puis je pense qu'on aura l'occasion de parler de ta course, puis... mais je pense que ça l'a comme redonné un souffle à cette course-là, que le monde a vraiment le goût d'aller l'essayer parce que ça semble super challengeant. Les deux courses de la Gaspésie, je pense, sont en train de se développer un branding de « Va en Gaspésie, essaye nos courses, mais c'est brutal ». Ah oui, mais le Mont-Albert, c'est quelque chose, là. Non, ils ont trouvé... le lieu est parfait, je dirais, c'est normal qu'il y ait une course là. Ce serait triste qu'il n'y en ait pas. Quand tu vois juste le site où ils sont mis, donc c'est le parking des VR, mais de trop plein des VR l'été dans le parc de la Gaspésie. Donc tu as une vue, là où tu es situé, c'est une vue sur les montagnes, sur le Mont Albert et les autres monts. Donc déjà tu es là, c'est le spot, c'est le village de l'UTCC, tu es au milieu des montagnes, tu lèves la tête, c'est que des montagnes. Tu es à 100 mètres d'altitude et au-dessus c'est que des 1000 mètres. Puis il n'y en a pas à Québec d'autres endroits comme ça. Mont-Sainte-Anne, c'est pas si haut que ça, c'est moins impressionnant. Et donc là, c'est plus impressionnant que ça. C'est superbe, quoi. Puis il y en a plein, des monts partout. Et puis là, tu es à côté du centre du parc national, donc tu as le centre des services, tu as plein de petits trucs possibles. C'est génial, franchement, c'est génial. Je leur souhaite vraiment, et je pense qu'ils ont tout fait pour que ça réussisse. Ça réussira. Oui, j'en suis convaincu. Puis je pense que les échos qu'on a eus, ceux qui étaient là semblent avoir tous vécu une expérience de fou. Puis ceux qui n'étaient pas là se mordent un peu les doigts de pas être là, j'ai l'impression. Dominique m'avait envoyé un petit message. Moi, je parlais avec la communauté trail, je veux dire, on se parle tous tout le temps. Puis le monde suivait ça, puis le monde avait l'air de se dire « Merde, pourquoi je suis pas là? » L'année prochaine. L'année prochaine. Là, on parlait du Triple Crown de deuxième moitié de saison, mais là, y a-t-il quelque chose à faire avec le 100 miles du Gaspésia puis le 113K du TCC? Il y a un branding à nommer que ça, le doublé gaspésien. Jean-François Tapp, Éric Lévesque, je vous lance la balle. C'est ça. Donne le copyright de ça. Ça, je dis rien. À 2 semaines d'écart. Là, cette année, c'était 2 semaines, 3 semaines. C'était 2 semaines. Ouais, mais après, c'est ça, ils vont trouver des dates après, parce qu'il y a la QMT aussi qui est. Qui va revenir début juillet. Ils sont intelligents, ils vont s'organiser. Exact, on leur laisse. On leur laisse. Mais avant de parler de ton 113 km à grande traversée, Nino, comment a été son 2 points quelques kilomètres? Nino, c'est votre fils de... Il a 8 ans. 8 ans. Il pourrait faire peut-être plus même, hein. Mais c'est pas tellement l'effort qui est important. En fait, c'est que moi, j'ai jamais poussé les enfants à faire... Ils font ce qu'ils ont envie, là. S'ils veulent faire la course, tant mieux. Moi, j'ai fait du tennis petit, puis Nino, il veut faire du tennis. Bon. Mais au Québec, le tennis... voilà. Et la course, ça les a jamais trop emballés. Ils nous voient tout le temps courir. Qu'est-ce que tu fais? Trop courir. Ouais, peut-être. Courir, ça veut dire passer 1 heure sur Strava la veille pour essayer de planifier. Ça, c'est Marjo, ça. Moi, c'est freestyle total. Mais tu fais quoi demain? Je vais courir. Tu fais quoi? Aucun plan, on verra bien. Ouais. Donc, chacun sa façon d'appréhender les choses. Mais voilà, donc on a laissé faire. Puis, je lance la balle à Nino. Je m'inscris à l'UTCC. Je vois qu'il y a une course de 2,8 ou de 5, gratuite en plus. Puis, on a des amis où leur fille s'était inscrite. À peu près le même âge que Nino, un peu plus petite. Et donc je dis à Nino, dans la voiture, en rentrant, là, je vais m'inscrire à ma course dans les Chic-Chocs. Est-ce que tu veux faire? Il y a une distance de 2,8. Est-ce que tu veux la faire? Persuadé qu'il allait dire non. Puis il a dit, ouais, je vais la faire. 2 secondes.
Attends, je m'arrête. J'enregistre. Vas-y, recommence. Et donc, on est arrivé, on a allumé l'ordinateur. Tout de suite, je me suis mis sur le truc, tant qu'il était motivé. Et puis, il était motivé. Voilà. Puis, ce qui était super sympa, c'est que la veille, je pense que c'est la veille, hein, je lui dis, on pourrait faire un check tous les deux, un pari. On se parie chacun qu'on n'abandonnera pas. Parce que je voulais pas le mettre dans la compétition. La performance, on s'en fout total. Attention, il y a des jeunes de 17 ans qui courent, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est ça. C'était gratuit, donc tu avais un peu de tout. Ouais, mais il n'y avait pas... en fait, en bas de 17, c'est gratuit, au-dessus, c'est payant. Je crois que c'était ça le concept. Donc, il y avait des adultes et des jeunes, des ados. Puis, oui, puis t'as inculqué que il faut que tu gagnes, sinon t'es un perdant. Non, c'est ça. Voilà, parce que la première chose qu'il me dit, c'est qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je gagne si j'arrive premier? Un truc comme ça. Je fais non, mais tu vas arriver premier. Parce que t'as pas arrivé premier souvent. Ouais. T'es courir, ça veut dire arriver premier, mais non. Je dis, si tu gagnes, si tu arrives au bout. Donc on l'a fait un check en disant, écoute, tu t'abandonneras pas, puis je t'abandonnerai pas. Comme ça, je m'étais dit, bon, ben moi, faut pas que j'abandonne. Merde. Puis lui non plus. Donc voilà. Donc c'était ça qui était sympa. Et parlant de ne pas abandonner, avant qu'on rentre dans le succès de ton UTCC, j'aimerais quand même revenir sur ton UTHC, Trophée de la Ricanade 2020. Parce que l'épisode 1, on était comme 2 semaines avant la course, t'étais le champion en titre, on avait jasé, puis 2020, ça s'est pas passé comme tu voulais. Ouais. Je me rappelle que le soir même, le lendemain, quand j'ai fini ma course, j'ouvre Instagram parce que je suis démoli, je suis pas capable de bouger, puis je m'endors pas, fait que bref. Puis je vois, je sais pas si c'est toi ou Marjorie qui parlait de ta course qui avait été difficile, mais que tu avais décidé de montrer à tes enfants que c'est pas parce que ça va pas comme l'année passée où tu avais remporté qu'il faut abandonner. Puis je trouvais que le message était exceptionnel. J'ai l'impression que ta première place 2019 puis ta je sais pas combienième place en 2020, c'est 2 leçons complètement différentes, mais c'est 2 leçons vraiment nobles puis intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en 2020 quand ça s'est mis à mal aller? Puis qu'est-ce qui t'a ressorti de ça puis t'a motivé à te rendre jusqu'à la fin? Je me rappelle de l'autre interview. Je me rappelle donc les questions qu'il m'avait posées sur, en gros, est-ce que t'as pas trop la pression, quoi. Puis moi, je t'avais dit non, j'ai pas la pression parce que je me la mets pas ou je me mets pas la pression par rapport aux autres. Je me cale sur mes temps l'année dernière et ça va être mon objectif de temps. Mais ça a été déjà trop gros en fait. Parce que l'année d'avant, tu avais fait ça dans un temps qui n'a pas été en. Ouais, mais je pense que physiquement, j'étais beaucoup moins fort en 2019. Ah oui? Ah oui, sûr. Et c'est pour ça que ça se passe beaucoup dans la tête, quoi, finalement. Et puis de trop comme ça s'était bien passé en 2019, j'avais pris la feuille de 2019 entre guillemets, hein, et j'avais calé sur 2020. J'avais calé. Je vais faire la même chose. Je m'alimente au même moment, la même seconde. Je mange ça, je fais ça. J'avais même fait un petit training retour. Bref, j'avais fait trop pareil en fait, en me disant ça va marcher. Ça marche là, ça va marcher l'année prochaine. Ça marche pas. C'est pas ça la vraie, là. Ça marche pas. Donc, je regarde pas les autres concurrents. Tu parles, tu regardes pas, tu regardes quand même. Et donc, tu pars et ça a bien été. Au début, j'étais super bien. Mais dans ma tête, finalement, il y a eu à un moment donné un petit anicroche où je me suis un petit peu trompé. J'étais quand même bien placé. J'étais 3e. Je reviens au 65 où Marjo était là avec 2 amis, 2 copains. Et là, c'était fini. Parce que j'avais raté mon plan, puis là j'avais envie presque d'abandonner, mais j'étais 3e. Puis c'est là, je me rappelle, je pense que c'est Vincent qui me disait mais là t'es 3e, qu'est-ce que tu abandonnes, t'es con, enfin entre guillemets, c'est ça, c'est des débiles quoi, vas-y, ferme ta gueule et cours quoi. Et puis à partir de là, j'avais plus envie. Ça marchait plus dans ma tête et la tête voulait plus. Donc c'était comme presque le fait de m'être trompé de chemin, ça m'a enlevé la pression en me disant je me suis trouvé une excuse pour abandonner. Facile. C'est ce que j'ai pensé en fait dans ma tête. Je me suis dit c'est ça en fait. Je me suis trompé, mais je me suis pas trompé. Inconsciemment, tu t'es trompé Mais volontairement. Je me suis peut-être trompé volontairement de chemin. J'ai volontairement pas regardé le panneau en fait. Et donc finalement ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est répercuté sur mon organisme, c'est que l'estomac s'est fermé. Donc plus rien qui passe. Quand la tête est partie, le corps a fait bon, ben, donc, si la tête suit pas, pourquoi moi je suivrais? Ben oui, ou la tête te dit ferme l'estomac, tu pourras plus courir. En gros, donc là je mangeais plus bien, j'arrivais plus, et puis t'as plus de jus. Quand t'as plus de jus, comme quand t'es en down dans une longue course, tu manges pas, ça marche pas. Donc ça passait pas bien. Là j'étais avec Mike Néron à cette époque-là. Et puis on court jusqu'au ravito, au Coyote, ou je ne sais plus trop le nom, épervier, peu importe. C'est au Coyote que tu as arrêté longtemps?
Ouais, enfin, je sais jamais le nom, mais Le bon. premier Ben là où il y avait après les Johan Hautes-Gorges, Rock. comme 25 km. Ouais, Johan Rock. Il restait 40 km. J'étais à 80, je pense, 85. Et donc là, je m'arrête, je m'allonge, je prends le temps. Puis là, ça se passe super bien avec l'équipe de Bromont qui était là, en fait. Ouais, c'est ça, c'était le Ravito Bromont. Ouais. D'accord, Donc on discute avec tout le monde. J'ai passé un super bon moment. J'ai un peu oublié ce qui s'était passé, mais j'avais toujours l'estomac noué. J'étais allongé par terre sur le ventre, puis je bougeais plus. Il y a Jean Fortier qui est venu me donner des cachets à un moment donné pour essayer de passer, mais ça n'a rien changé. Et donc j'ai abandonné, mais voilà. Et Johan qui dit mais de toute façon si t'abandonnes, ce sera pas ici parce qu'on n'abandonne pas. Ce Ravito-là, t'abandonnes pas. C'est ça, ceux qui ont déjà fait l'Ultra Laricana, que ce soit le 65 ou le 125, les Coyotes, c'est le premier ravito après les Hautes-Gorges, puis t'as une espèce de stretch de 20 quelques kilomètres sans voir d'être humain. Puis les Coyotes, je pense qu'ils accèdent les bénévoles, ou en tout cas l'équipe du ravito en 4 roues, mais c'est pas une place. Tu sais, quand on parle de l'Ultra des Chic-Chocs ou l'Ultra des Mont-Albert, la cuve du Mont-Albert, on abandonne dans la cuve parce qu'il faut un avion ou un hélicoptère de cette île. Mais je pense que les Coyotes, c'est un peu ça. C'est quasiment plus long de rentrer en VTT ou en voiture que de. Ouais, mais oui, il y avait ce côté de la logistique, mais moi je pense surtout que c'est. Johan, il a de l'expérience dans les ultras, etc. Et puis c'était aussi une façon de dire non. T'abandonnes pas. Je ne cherche pas l'abandon, ce n'est pas une option. Et puis du coup, je me suis attendu Mathieu Fortin, et puis donc je suis resté 2h30 au ravitaillement. Et puis, et en fait, quand il est arrivé, j'étais content, puis en même temps, là, je suis obligé de repartir parce que je l'attendais, quoi. Donc je suis reparti avec lui, puis ça a été un petit peu difficile aussi parce que j'étais toujours noué, mais ça finit par passer. Puis en fait, en arrivant, j'étais pas autant content qu'en 2019, mais j'étais fier de pas avoir arrêté. Je m'étais dit tiens, moi tu vois ceux qui font des courses font full pin, puis que si ça marche pas, ils arrêtent, ils abandonnent, ils font DNF pour moi ça vient pas me chercher ça. Donc je me dis là au moins j'étais fidèle à ce que je pensais. Voilà, ça allait pas, mais j'ai quand même continué parce que c'est un beau parcours, tous ces bénévoles, tout ce temps d'entraînement, ce truc, cet effort. Va au bout, c'est pas grave si tu fais pas le temps que tu as voulu, puis voilà. Donc voilà. Puis c'était une belle leçon. Donc j'ai appris à relativiser un petit peu. J'ai les yeux pleins d'eau, c'est pas parce que c'est la fumée. C'est ému. En fait, peut-être que je mets le prétexte sur la fumée, puis en fait, je suis vraiment ému du sport. Non, je blague. Mais non, j'aime ça parce que notre sport, c'est ça, c'est qu'il y a des très bonnes journées. Peu importe le niveau, que ce soit niveau élite pour une première place ou une journée, quand tout va bien, puis c'est le fun d'avoir des sensations comme ça. Mais le sentiment, quand ça va pas, puis tu réussis à remonter le truc, est aussi fort, ou en tout cas, est différent, mais qui est vraiment satisfaisant aussi, avec du recul, de se dire « Ouais, j'ai réussi ». Ouais, mais même sur le moment, le fait de repartir, mais je pense qu'il y en a qui se retrouveront beaucoup là-dedans. Quand tu repars tu t'arrêtes à un truc, t'es dans le trou total, tu repars, mais pourquoi je repars? Mais qu'est-ce que je suis con? Pourquoi je me remets dans cet état de souffrance ou de difficile? Mais puis rapidement, finalement, il faut que tu passes au-dessus de ça, quoi. Puis tu te dis, oui, c'est un creux, il va passer. Ça va passer. Donc, et après, ça passe un petit peu. Et tu es tellement content, finalement, de dire, mais parce que ce qu'il faut se poser comme question, c'est que si j'abandonne, moi, souvent, c'est ça que je me dis comme question quand je suis en train de me poser, quand je suis en limite, là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si j'abandonne? Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 minutes qui vont suivre? Je vais être dégoûté. Pourquoi t'as abandonné? Tu n'es qu'une merde, entre guillemets. Ça, c'est moi, chacun fait comme il veut. Et donc, le fait de me dire ça, je me dis, alors continue d'avancer. Tu t'arrêteras si tu es vraiment blessé et que tu peux pas courir, ou que tu es en hypothermie, ou que tu as un coup de chaleur, ou que. Voilà. Mais tant que. Ça reste qu'on a un sport qui permet de faire ça. Tu n'es pas obligé d'abandonner du moment que tu décides. Tu peux dire, OK, je suis dans le creux, ça va mal. Je vais m'asseoir 15 minutes sur une roche, puis je vais penser à autre chose, puis laisser les choses se replacer, puis retenter. Dans ton cas, ça a pris 2h30, mais on a un sport qui permet ça. Ouais. Et puis j'ai passé un moment que j'aurais jamais passé entouré des bénévoles. C'était super au ravito. On a discuté, ils étaient là, ils avaient zéro pression, ils étaient là super cool, et la bouffe partout. Ils sont là, ils ont la bière, bon pas nous là, mais voilà. Puis même de finir avec Mathieu, ça doit être le fun aussi. C'est génial. Parce que moi je me rappelle, en 2019, j'étais dans le même chalet avec Mathieu, avec Jasmin, avec Dom, qui était plus mon ami à ce moment-là, puis je connaissais moins Jasmin, Mathieu et tout ça. Puis
Puis je me rappelle que Dom est arrivé, puis Dom puis Mathieu avait couru quasiment l'entièreté du parcours ensemble. Ouais. Puis Dom me disait à quel point Mathieu est un bout en train, puis à quel point ça lui a fait du bien, lui, comme coureur, d'avoir un Mathieu qui est comme tout le temps dans le positif. Fait que même toi, ça devait être flippant aussi de dire, bon, ben, je switch mon focus. Il n'était pas tout le temps dans le positif, hein, là, je me rappelle, là, il y avait des petits problèmes de frottement. Mais bon, moi, c'était pareil aussi, donc... non, mais entre amis, ça devait être cool aussi. Oui, non, c'était ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que Mathieu et René, c'est un peu deux personnages j'y pense souvent quand je suis dans des moments difficiles parce que ils ont je sais pas, où ils dégagent quelque chose. Quand tu cours avec eux, t'as l'impression que la course c'est tout le temps du bonheur en fait, parce qu'ils ont tout le temps, ils dégagent sur quelque chose de positif. Ouais. Même quand ils le montrent pas, qu'ils sont faibles ou qu'ils sont mal ou quoi. Et ça c'est très fort et ça vient nous chercher quand on est dans des moments difficiles. On pense à ce genre de... Moi je sais que je pense à eux, souvent je me dis ah mais tu vois là lui c'est sûr qu'il passerait au-dessus de ça, donc continue. Ouais. Donc courir avec, c'était vraiment sympa de courir avec lui. Moi à la fin ça allait mieux, le ventre était défait, donc j'étais plus en forme que lui finalement. Je m'étais reposé 2h30. Ça, il a pas eu ce... Mais et puis je m'étais retiré de la pression, donc voilà, ça allait beaucoup mieux. Ouais, puis c'est des gars qui ont de l'expérience. Puis tu sais, moi, j'ai vu René en Gaspésie, à Percé, Gaspésia, puis il a complété son 160 km. Le sourire, avec le sourire du début à la fin de ce qu'il disait. Moi, les 2 fois que je l'ai croisé, il avait le sourire. Puis même moi, j'y ai dit le lendemain. Tu sais, moi, j'étais sur le 100 km, lui sur le 160. Fait que je fais 2 fois la boucle, il a fait 3, mais on part pas du même coin. Fait que j'ai croisé Dom et lui sur mon allée, puis eux sur leur première allée. Puis ensuite, j'ai recroisé René à un moment où j'étais dans le pire des creux, puis que moi j'abandonnais le ravito suivant, c'était définitif dans ma tête. Ouais. Je veux dire, j'ai pas abandonné au midpoint parce que je me disais c'est trop facile d'abandonner ici. Le parcours est fait pour abandonner à mi-parcours parce que tu arrives à coin d'immense, tout le monde est là. Là tu repars sur tes pas. Mais moi j'étais convaincu que le ravito suivant c'était fini, puis je remontais pas beaucoup la pente, puis j'ai croisé René, puis tu sais j'ai dit il s'est rien passé dans cette conversation-là, il m'a pas fait un speech motivationnel mais juste de jaser avec puis de le voir lui sur un 160. Il fait le tiers, 35% de plus de distance que moi. Il a le sourire aux lèvres, on s'est arrêté, on a jasé sur le bord d'un pont pendant 5 minutes. On est reparti, je me suis craqué en me disant, ben lui, il reste à aller faire une partie et revenir sur ses pas puis revenir. Moi, il me reste à revenir, j'ai déjà une partie du retour de fait. Arrête de chialer, puis vas-y. Puis ça a été mon moment, puis j'ai dit le lendemain, puis il m'a comme répondu, ben je sais pas ce que j'ai fait, je me rappelle pas, mais juste de le voir dans ce mood-là qui était... Tout était aligné, sa course allait comme il voulait, il était positif, il était tout seul dans le bois, il y avait pas de coureur 2 heures avant lui, 2 heures après lui, il était juste là dans le moment, puis il y avait du fun, ça m'a comme recrinqué d'avoir cette attitude-là. Ouais, mais c'est fou comme il est extrêmement organisé. Hein. Enfin, Voilà, c'est René. Ouais. C'est René, c'est le roi. Le résultat est là aussi, hein. Il a fait sa course dans ses paces, dans ses objectifs, avec sa stratégie nutritionnelle, sa stratégie, puis... Il a fini 3e, puis on se rappelle qu'il y a 4 personnes qui l'ont terminé. C'est ça qui est impressionnant. Quoi. Ouais. Aussi, hein. Parlons de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, vous y étiez la semaine passée. Au moment que l'épisode va paraître, ça va faire déjà 2 ou 3 semaines de cet événement-là, mais là, on est tout frais. Comment a été votre fin de semaine dans les Chic-Chocs? C'était magnifique. On est parti 4 jours, dans le fond. On est parti jeudi matin. On a fait une nuit à Rimouski, en passant super nuit, bref. Super ville, je veux dire. Et puis avec des copains qui étaient en van aussi, Manu et Clémentine, et leurs enfants. Manu courait le 160, le 42. Enfin, et dis donc, elle est forte la bière. Hein. Tu trouves? Non, je rigole. Manu courait le 42. Et donc, petit week-end. Moi, j'étais bénévole. Il a fait beau. Ouais. Super organisation, vraiment, pour les bénévoles. Moi, je faisais bénévole à l'enregistrement, vérification des sacs, et le vendredi et le dimanche pour les dossards. Et super équipe, non, vraiment. Puis, vraiment, même là, il y a eu le sondage d'après-course qu'il faut remplir pour les bénévoles. Puis, toute la documentation qu'on a reçue avant, les informations pour les bénévoles, c'était super bien fait, vraiment, pour une première vraie édition, dans le fond, parce que moi, on n'était pas là en 2019, mais non, vraiment... moi, j'ai déjà fait bénévole à Arikana, puis c'est de ce genre-là d'événements. Arikana, ça fait 10 ans qu'ils sont là, donc c'est rodé, puis c'est beaucoup ça plus gros, roule là. bien. Il n'y avait pas grand monde hein, sur le village, mais bon, c'est à cause de la pandémie. Aussi, il y a ça. Ils ont dû réduire le nombre de participants aussi, mais
Le village s'est super bien organisé. Non, vraiment, super moment. Puis on dormait sur le site avec le van, donc c'était encore mieux pour l'organisation avec les familles, les enfants. Ils étaient dans le village, puis Ils promenaient le chien d'Éric. Oui. Et voilà. C'est ça, on ils se promenaient retrouvait le chien une job d'Éric. Voilà, donc bon. pour la fin de semaine. Après, comme d'habitude, en tout cas de mon côté, c'est toujours un peu le stress. Dans les grandes courses, la semaine, ça va, tu cours pas trop. Moi, j'avais 3 semaines, j'avais des bobos qui traînaient. Ici, à l'intérieur du mollet, en haut, là, les petites tensions. Talon d'Achille, bon, c'est toujours des trucs qui... Puis après, je me dis, bon, celui qui court pas et qui force pas dans les entraînements, il n'a pas de bobos. Donc, voilà. C'est normal d'avoir des bobos. Ça fait 3 semaines que j'essaie de les quantifier ou de les réduire, de faire attention. J'ai slacké, vraiment, j'ai pris... j'aurais jamais... C'est la première fois que je fais ça, j'y vais vraiment mollo. J'ai juste fait une semaine quand même beaucoup de dénivelé. Là, j'ai fait genre 6000 ou 7000 en une semaine, mais sans intensité, sans rien. Et puis la semaine d'avant, plus rien, plus de course. Enfin, si de la course, mais très peu. Ouais. Et puis, je le savais, j'étais déjà parti à Ricana en 2019, j'avais un bobo. Donc, j'ai gagné. Donc, je me suis dit, bon, ouais, on a tous des bobos. De toute façon, à un moment donné, t'es tellement craqué que tu sens plus rien. Bah, c'est ça. Donc, ouais, faut pas non plus s'enflammer trop quand on a des bobos, on se pose des questions. Mais... Donc, un peu stressé, on dort un peu mal la veille. Départ, le soir, on discute avec donc, le mari de Marline. Ils étaient tous à la bière, donc moi, je fais une semaine sans alcool quand même, j'essaye. Puis... on dort mal, on se réveille à minuit en pensant qu'il est 3h du mat, on se rendort, on se réveille à 1h30 en pensant qu'on a loupé le réveil et il reste encore 1h30 de sommeil, on est content. Et puis là on se réveille, 2h54, 6 minutes avant le réveil, oh putain faut que je me lève, merde. Déjà. La course commence à quelle heure? 4h. Ok. Je me suis réveillé 1 heure avant. Ouais. Mais j'étais sur le départ moi. Donc... Ah c'est ça. C'est ça. Tu sors de la vanne puis t'es rendu. Mais moi je me réveille, je mange tout de suite, le plus vite possible. Bah oui. Pour éviter Et je mange pas forcément énormément, mais je mange tout de suite, même si j'ai pas faim, mais c'est pas grave. Et puis après, je me prépare, machin, mes trucs, mes affaires. Et je suis sorti du van, je pense à 4h moins 1. Oui, en plus, ils avaient commencé le discours. Commencé à faire le discours. D'avant-course, puis je suis couru jusqu'au départ. Et donc, exactement, ouais. Super échauffé, quoi. Ça, c'est impressionnant, quoi. Le warm-up. Et donc là, on part avec en vague de toutes les 15 secondes ou 10 secondes, 5 secondes même, je pense. Okay. Non, 15 secondes, c'était. Juste pour dire qu'on s'est 15 secondes parce qu'il faisait les bips. Moi, j'étais là au départ. Donc, 15 secondes. On s'en fout totalement sur des heures de course. Ouais. Et donc, Anne Bouchard, qui, je pense, voulait partir en tête. Et puis, elle dit, est-ce que quelqu'un part avec moi? Parce que c'était par vague de 2. Okay. Et moi, j'étais là, je suis OK, je pars avec toi. Donc je suis parti en premier avec Anne. Fait que la première vague a été la vague victorieuse parce qu'on se rappelle qu'Anne Bouchard a remporté. Oui. Guillaume Barry a remporté. C'est ça. Et donc on part. Et derrière il y avait. Nick et Mike étaient derrière. Non. Derrière moi c'était celui qui a fait la course à relais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des courses par équipe. Mais le premier, je sais plus comment il s'appelle. Les Boisvert, Mathieu Bois. Bref, peu importe. On part, voilà. Donc là, c'est montée du Mont-Albert, 6 km de montée, 1000 mètres de dénivelé, en gros 910 mètres de dénivelé. Ça commence fort. Ouais, mais pas de cailloux. Bien roulant. Donc facile, easy. Ouais. Donc non, ouais, ça va bien. Non, ça va bien. Écoute, ça va super bien. Mike me rattrape, Mike Nero me rattrape. On court un peu ensemble, il passe devant. Il accélère un peu, il passe devant. Moi, je reste plus cool. Je le garde à l'œil, là, au loin, mais je n'accélère pas plus que ça. Puis finalement, je le rattrape en haut du Mont-Albert, dans la descente. Et puis, on court ensemble les 20 premiers kilomètres. Tout va bien, normal. Les jambes, ça va bien, correct. Il fait beau, on discute, on regarde les paysages, magnifiques. Au premier ravito, on s'arrête. Enfin, Mike s'arrête. Moi, je ne me serais presque pas arrêté. Puis il s'arrête. Je suis bon. On va prendre le temps, on s'arrête. Ah oui. Je m'arrête, on remplit les gourdes, machin. On repart. Et puis après la première montée, là, je passe devant, mais vraiment sans le vouloir. Moi, j'étais à gauche, on courait chacun à mi-hauteur, puis le sentier partait à gauche. Donc c'est moi qui pars en premier, puisque j'étais à gauche. Et dans la montée, je monte, mais je le perds, sans m'en rendre compte, quasiment. Je sentais qu'il était plus derrière moi. Mais... Et puis finalement, je l'ai dépassé un petit peu comme ça. Sauf qu'il y en avait un qui était devant nous, mais qui était loin devant nous. Puis on se posait la question, dans le Mont-Albert aussi, t'es devant nous tout le temps. Puis on se dit, putain, il y a une fusée, quoi. Il y a une machine là qui s'est cachée, une élite, jamais vu passer. Enfin, je l'ai vu au départ parce qu'il m'a doublé sur la route au tout départ.
Mais lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a appris, mais il est fort. Là. Puis je me dis, bon, là, on a trouvé un gars du coin, il va nous clencher ça en 14 heures, laisse tomber. Quoi. Puis Mike voulait rattraper un petit peu aussi. Je pense qu'il avait en tête d'aller le chercher. Puis moi, ça allait trop vite pour moi. Je dis non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est pas dans mon truc. Plus tard peut-être, mais pas là. Et donc, je double Mike tranquillement. Bon, l'écart se creuse un peu. On arrive au lac Cascapédia, 30 km de course. Donc là, moi, je suis tout seul. Puis là, je demande, le premier est à combien? Ah, ça fait 20 minutes qu'il est arrivé. 20 minutes, il m'a eu 20 minutes. Je suis c'est une machine, c'est quoi ce type? Il fait quoi? Il a quoi sous les pieds là? Kylian s'est enregistré sous un autre nom, puis c'est caché. Qu'est-ce qui s'est passé 20 minutes? Et pourtant, je l'ai vu, il était à 400 mètres de moi, au haut du Mont Albert. Et puis là, 20 minutes, il est arrivé il y a 20 minutes, il a fini. Ah, course à relais, l'autre est parti. Ok. C'est les gens de la course à relais. Fait que l'autre est en mode performance, mais sur un effort de 30 kilos. Là, d'un coup, je dis, ok, donc là, je suis premier. Ok, donc là, l'autre derrière, il va me chasser, quoi. Donc là, mode course, compétition, parce que je suis quand même un peu dans mon... C'est un peu mon truc. Donc là, je suis ok, il faut pas que je m'arrête trop longtemps au Cascapédia, parce que psychologiquement, si l'autre arrive quand moi je pars, c'est pas bon. Moi, perso, pour ceux qui arrivent, oui, c'est bon, mais pour ceux qui partent, c'est pas bon. Donc il faut que je parte avant qu'il arrive. Donc j'ai un peu pas trop traîné, et puis je suis reparti vite. Je pense qu'il est arrivé peut-être 2-3 minutes avant, parce que je pense que dans le bois, j'ai entendu les gens applaudir, donc il devait arriver. Et puis après c'était ça, un petit peu comme à Ricana, où quand tu es tout seul, tu es toujours en stress de celui qui est derrière toi, surtout quand tu n'as personne devant. T'es pas en chasse, mais t'es chassé, quoi. Et ça, c'est difficile à gérer, je trouve. Ouais. Surtout qui est le fun nécessairement. Surtout que tu n'es jamais capable de savoir en ravito à combien il est l'autre. Par contre, l'autre, à chaque fois qu'il arrive en ravito, il le sait. Exact. Il est passé il y a combien de temps, celui d'avant moi? Il y a 12 minutes 32, ok. Moi, je sais pas. Moi, je suis devant, je sais pas à combien il va arriver Tu derrière. vas pas te plaindre d'être premier. Ouais, c'est stressant tout de même. C'est 5 minutes ou 30 minutes, quoi. Et donc, d'un coup, je cours. Puis là, je m'étais au niveau de l'alimentation. J'avais un peu écouté ou lu les conseils de David Jecker sur le fait de s'alimenter. Je pense qu'Eliott en avait parlé aussi. Et donc, de manger beaucoup. Donc, j'essayais de manger quand même assez régulièrement. Je prenais beaucoup de potes de fruits. Et puis, je pensais donc à mon alimentation et puis à la stratégie que j'allais prendre. Puis, je dis, bon, te brûle pas, essaie de maintenir un bon pace pour garder un écart. Et là, d'un coup, je réalise que c'est un aller-retour. Et je me dis, quand j'arrive au lac Thibault, je vais le recroiser, Mike, si je suis en tête. Là, je vais pouvoir regarder. Je regarde ma montre en partant du lac Thibault, en arrivant du lac Thibault, combien de temps je me suis arrêté. Et après, à combien de temps? Oui, puis quand je le chope, je regarde ma montre, je regarde l'écart, je calcule. Donc effectivement, ça se passe comme ça, je calcule. C'est un aller-retour carrément. Je pensais qu'il y avait un peu de variation. À la fin, il y a une petite boucle. OK. Ouais, mais sinon, c'est vraiment... 54 54 d'un sens, 54 de l'autre. 54-59, je crois, un truc comme ça. Ouais, parce que la boucle est plus longue. Et donc le retour est un peu plus long. Et donc voilà, je retrouve Mike au retour, je le croise Mike, là je calcule, 10 minutes de course, 10 minutes au ravito, plus le temps, donc on avait 25-30 minutes d'écart à peu près, dans ma tête. Et donc je me dis, bon là j'ai 30 minutes d'avance, je fais bon 30 minutes d'avance, donc je l'ai dépassé au 30e kilo, ou 25e. En 25 km, j'ai mis 30 minutes. Et je dis, bon, ça va, je continue à courir. J'arrive là, je double le course à relais, je double le deuxième, rapidement. Je passe les ravitaux, ça va, je passe des downs, mais pas si dur que ça. J'arrive au lac Cascapédia, il reste 30 km, 33 km. Et là, je croise, donc, c'est Mathieu Boisvert, je m'excuse sur son prénom, là, qui a gagné la course à relais, qui était le dernier des coureurs, le 4e ou le 3e. Puis là, on discute un bon moment, puis lui, donc, il attend son relais. Okay. Et donc, moi, je me pose 15 minutes. Je me pose 15 minutes, je prends le temps, je ferme les yeux, parce que je commence à avoir du mal à alimenter, je repars. Donc, lui attendait son coureur, que j'avais doublé, moi, au départ, du lac Thibault, en plus. Et puis, je repars, donc, sur 12-15 km de course. Et au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, qui c'est que je vois, lui, qui me rattrape? Ah ouais. Parce qu'il était, mais il était frais. Ah oui, c'est ça. Puis là, il me double. Je me dis, c'est pas possible. Je suis vraiment une quiche, quoi. Comment il fait pour aller si vite? Et là, il me dit. 5 km dans le corps, t'en as 80. Ouais, peut-être, c'est ça. Puis là, il me dit. On discute. Il me dit, ça va? Est-ce que tu veux des gels? T'as quelque chose? Super gentil. Il était vraiment adorable, ce type-là.
Puis j'ai dit, ah non, ça va, tout va bien, écoute, le moral est là, les jambes sont là, après c'est l'estomac un peu dur, mais ça va, t'inquiète, tout va bien. Et puis là, je dis, est-ce que t'as croisé Mike? Et il me dit, non, il me fait, je suis parti 1 heure après toi, j'ai pas vu Mike, la course, elle est pour toi. Là, j'ai fait, ok. T'as-tu un petit... T'as-tu une bière Le gel en mobilité. Donc là, je suis ok, merci. Le stress venait de descendre d'un cran. C'est ça, donc là, pouf, le pace aussi d'ailleurs, en même temps, au même moment. Je fais ok, puis. Donc là, je dis bon, bah, je me suis pas arrêté parce que je continue à courir, mais tout de suite, la pression est retombée. Et puis, donc, ouais, continue, c'est dur, hein, mais je continue à courir, mais je m'étais enlevé de la pression. Puis au ravito, du coup, je m'arrêtais 10 minutes à chaque ravito. 10, pas loin de 15 minutes. Je faisais jamais avant. Je prenais le temps de m'asseoir, de m'alimenter, de manger en me disant, bah là j'ai le temps, ça sert à rien de s'énerver, de forcer comme un âne. Donc voilà. Et puis j'ai terminé la course, dernier ravito, c'est les ravitaux de la Serpentine, en bas du Mont Albert, avec des gens, avant le Mont Olivier, avant le dernier mont. Moi, il restait 300 mètres de D+, puis après c'était 600 mètres de descente. C'était superbe parce que les bénévoles étaient splendides. C'est là où ils t'ont dit prends 12 bretzels, 1 par kilomètre, c'est ça? Ouais, une fille, ils étaient adorables parce que je pense qu'ils étaient à la Serpentine, le seul ravito qui prend les gens du 113. Donc ils ont dû repasser en gros 15 coureurs, les pauvres. C'est ça. Sur toute la journée, quoi. Donc là, moi je suis le premier qui arrive. Non, le deuxième, parce que le premier c'était. Donc c'était. Mathieu. Bref, je m'excuse pour lui. Et donc là, je suis le deuxième qui arrive, mais le premier du 113 en solo. Donc ils étaient super contents, quoi. Puis là, moi aussi, j'étais. Moi, je suis toujours de bonne humeur dans ce genre de truc. Puis là, je suis de bonne humeur de voir du monde, donc j'étais content. Donc voilà, super enjoué. L'autre qui filmait mes pieds tellement ils étaient dégueulasses. Il est détruit là. Et puis bon, c'était super gentil. Puis la fille, elle me dit qu'est-ce que tu veux? Enfin bref, du coca, du café, enfin sur tout. Il y avait tellement de choix sur tous les ravitaux, c'était fou, la folie. Là. Et puis là, après, elle me dit, elle met le bol de bretzel, et puis elle me dit, mais tu prends 11 bretzels, il y aurait 11 km. Tu manges 1 bretzel par kilomètre. Tu sais, pour me motiver. Super gentil. Et puis donc on finit là, je repars, et voilà. Donc ça s'est vraiment bien passé. Je pense que j'aurais pu faire encore mieux s'il y aurait eu plus de pression, s'il y avait eu quelqu'un devant, ou si je savais pas, sans savoir que Mike était plus loin que prévu. Je me serais peut-être plus donné, je me serais moins arrêté. Mais bon, c'est pas. Voilà. Il y a une gestion du risque aussi, je suppose, là-dedans, parce que si tu cours stressé tout le long, ça veut dire que les descentes, les attaques un peu plus, les montées, tu peux tomber. C'est ça. Ça aurait été plus... Ça reste que tu t'exposes à un risque peut-être un peu plus grand que quelque chose. Ouais, mais si je compare à Recana 2019, j'ai pas mal plus envoyé là. Alors que j'étais plus faible, je pense, physiquement, mais j'étais tellement quand j'ai vraiment senti en 2019 que je pouvais avoir la victoire, et puis c'était fou, j'avais jamais gagné de trail, et puis là, des Recana, machin truc, Ultra Trail World Tour, j'hallucinais quoi, 20 km, là, le ravito c'était 5 verres de coca, je repartais quoi. J'arrivais, T'avais gagné avec combien de temps d'avance sur la deuxième? 20 minutes, c'est pas loin là. 20 minutes, en trail, c'est très 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 peu. Là. Tu t'arrêtes au ravito, puis tu ralentis un peu dans les montées, c'est fini. Hein. Puis c'était Aurélien collé là, donc la machine de guerre là. Exact. Lui, il se serait pas arrêté lui. Hein. Donc je pense que lui aussi, il était en mode sniper là. Donc là, c'est ça. Donc j'ai peut-être plus apprécié finalement ma fin de course. C'est correct aussi, de demander d'arrêter de courir stressé puis de penser que tu as une cible dans le dos, de savoir que tu as un peu d'avance. Puis... Ouais, de prendre ça plus. D'après, voilà, je suis arrivé à la fin, puis j'avais eu le temps de commencer à me dire ok, c'est bon, je vais arriver, c'est pas gagné là, mais. On salue Mike Néron qui a une solide deuxième place aussi. Mais oui, il a fait. À un moment donné, je pensais qu'il allait abandonner. Parce que moi, j'ai trouvé ça dur. Puis je me suis dit, punaise, c'est dur. Est-ce qu'ils sont encore là derrière? Parce que c'est rough là. Il y a un taux d'abandon immense. Je pense que c'est 25% qui ont terminé. Puis côté femmes, il y a Anne Bouchard, puis Marie Chamberlain, Marie quelque chose. Chamberlain. Marie, Mais bref, il y a 2 filles qui ont terminé. Puis au total, sur le nombre qui vous êtes partis, il y a 25% de taux de finisher. C'est très peu. Là. Ouais, ça fait pas beaucoup. Les cut-offs sont durs. Mais bon. C'est ça, partie du jeu.
Les courses gaspésiennes, quand t'as fait difficile. C'est ça. C'est Ça pareil. fait partie du truc. C'est la Gaspésie. En tout cas, à refaire. Ça se mérite. Ouais. À refaire. Tombe en amour avec la course. Avec la course, avec l'organisation, avec le lieu. J'encourage les auditeurs à. Ben oui, allez le S'inscrire. faire. Allez, Ouais. ouais, Est-ce qu'ils vont ramener, parce que dans le temps de l'autorité du Mont-Albert, il y a eu la grande traversée qui était à peu près une épreuve de cette distance-là, 113-120 km. Puis à un moment donné, ils ont fait comme la vraie grande traversée qui a été une édition une fois 2017, Ah ouais. je pense, un 100 miles, qui était vraiment. C'est Jeff qui a le littéralement, record. Jeff Cochon avait Ah, ok. gagné, qui est littéralement le parcours qu'Eliott Cardan avait tenté l'an Ouais. passé dans sa traversée des Chic-Chocs, qui était une vraie grande traversée de 160 km avec 10 000 mètres des plus. On parle d'un profil à la UTMB Hard Rock, mais avec un terrain Val beaucoup d'Arance, plus c'est ça. sauvage. Là, c'est probablement une des courses les plus difficiles que j'ai jamais eues, point. Fait que, en tout cas, j'ai aucune information confidentielle, hein, je le dis, mais déjà 113 km, c'est extrêmement difficile selon le profil, selon le terrain. Mais il existe ça, ce 160-là, un tracé qui existe. Mais est-ce que Mathieu Blanchard a dû le passer, le 160 Ouais, exact. au Quand il complet? a fait son GR1, il devait faire cette section-là au complet. là. Ouais. Mm. Ah, c'est cool. C'est, Ouais. félicitations. Très belle victoire. Ah ouais, je suis super content. C'est ça, j'y allais sans prétention, pas sans prétention, parce que je voulais pas du tout dire quoi que ce soit, parce que c'est pas ma façon de faire, mais je m'étais quand même dit dans ma tête, t'as le droit de te dire que tu y vas pour gagner. Ben oui. Tu le dis à personne, voilà. Maintenant, je peux le dire. Mais je m'étais quand même dit ça. Je me dis, parce que au début, souvent, je me dis non, ne pense pas à ça. En fait, en gros, tu n'as pas le droit d'y penser. Puis après, je me suis dit non, c'est pas vrai, j'ai le droit d'y penser. Tout à fait. Tu as des gens qui. Voilà, je pense que Jim Wamsley, quand il part sur une course, lui, il y va, c'est pour gagner. Puis là, je me dis, bon, j'y vais pour gagner. Puis je vais y aller. Je sais les gens qu'il y a, je sais les élites qu'il y a. Je suis capable de gagner. Il y a il y a pas Jim Wamsley sur le parcours. J'ai des chances. Donc, si tout va bien, je peux. Voilà. Donc, j'avais quand même ça dans la tête. Après, je suis resté très conscient des capacités de chacun et que dans un ultra, tu sais jamais ce qui peut se passer. Puis je l'avais vécu en 2020 et donc je savais ce que c'était. J'avais vécu aussi quand j'ai fait la traversée de Charlevoix un mois avant, où j'ai eu un coup de chaleur puis j'ai abandonné 5 km avant la fin. Donc j'étais conscient de tout ça, mais voilà, le fait, ça a fonctionné. Mais je pense que tu as le droit de te permettre de te dire je vais essayer de la gagner. Puis si ça marche pas, ben tu vas pas abandonner parce que cet objectif-là, il y a un plan A, je suppose, mais il y a un plan B, C, D, puis tu l'as prouvé à Ricana en 2020 aussi. Ouais, quand ouais, le ouais. plan A marche pas, ben bon, on switch de gear puis on évoque le plan B, puis Voilà. l'objectif diffère, mais le résultat est le même, là, c'est de finir. C'est ça. Fait que le reste de la saison, là, c'est QMT 100 miles dans un mois. 14, un petit peu moins, ouais, un peu plus. Ah, Un mois, donc C'est là. 2 mois l'apparition de l'épisode. Ah oui, c'est ça. Ok. Félicitations. Donc, oui. As-tu autre chose de calendrier après? Non, Rien Non. d'officiel. rien du tout. Ben, en même temps, 100 miles du QMT, je pense. J'ai jamais fait de 100 miles, donc ça va être le test. Il va y avoir du monde là, du coup aussi, donc ça va être plus difficile. Enfin, en tout cas au niveau de la quantité de coureurs et du niveau, et donc ça va être sympa. Et puis ça va être surtout un test sur le 160. Comment ça se passe? Bon, Ouais. après moi je pense que c'est voilà, j'ai fait 125, je suis capable de faire un 160, j'en suis quasi persuadé. Après c'est juste est-ce que ça se passera bien ce Ce sera jour-là? une bonne journée ou pas. C'est Exact. ça. Est-ce que l'alimentation ira bien? Est-ce que Je pense que c'est un parcours qui va être très challengeant. J'en parlais, je pense que c'est quand je suis allé courir avec les gringos, avec Dave Clément, que je salue, parce qu'il dit toujours que tu parles de moi pendant 3-4 épisodes. Ça fait longtemps que j'avais parlé de Dave Clément, donc salut Dave. Mais on en parlait justement, que je pense que c'est un parcours qui va être tough mentalement aussi, parce que, tu sais, comme moi je fais le 110, fait que je pars de Petite-Rivière, monte le massif, Sentier des Caps, Mistachibo. Quand tu arrives au Mont, il te reste 30, tu sais. Tu fais la boucle du Mont, puis c'est fini, tu sais. Mais vous partez de Baie-Saint-Paul, oui, mais quand vous arrivez au Mont, il reste 60 km. Montée du Mont-Saint-Anne, c'est cool, il y a un dénivelé, tu sais, ça change le parcours. Et ensuite, il y a quasiment un 50 km qui on l'a regarde regardé, de hein. serpenter. Je sais pas, je connais pas par cœur ces sentiers-là, mais il y a un peu de tout. Je pense que c'est technique, je pense qu'il y a des portions plus roulantes, il y a des portions plus dans le ski de fond, Mont-Saint-Anne et tout, mais vous serpentez, vous zigonnez pour reprendre le terme de Marjorie tantôt, ça se promène beaucoup, mais je pense que mentalement,
quand tes gros défis de dénivelé sont finis, mais qu'il te reste 40 km, puis que tu fais seulement comme revenir au même ravito, puis repartir, puis revenir au même ravito, t'as l'impression de tourner un peu en rond. Je pense que mentalement, c'est un parcours qui va vous jouer dans la tête. Il va falloir pas se tromper, hein. Surtout. Ouais. Et ouais. Moi, je pensais plus à la crête. Ouais, ben oui. Parce que je pense qu'on l'a fait, la crête. Ouais, après. Après, effectivement, virailler. Après, je pense qu'on doit être dans un état à un moment donné. Après 120 km, tu sais plus trop où t'es là. Et surtout d'arriver au Mont-Sainte-Anne puis de repartir. Ben, toi aussi, tu vas repartir, mais je trouvais ça difficile quand tu avais fait le QMT 80. C'est toi, t'arrivais au 80 puis c'était fini. Puis on voyait ceux qui sont 110 qui arrivent, t'as l'ambiance de l'arrivée. Tout le monde qui est là, puis eux, ils sont avec leur crew. Puis... moi, je me rappelle, le 80, QMT 80 2019. Oui. Je courais, j'étais en tête du 80. Je cours avec Jérôme Bresson, triathlète qui est sur Trois-Rivières, Sherbrooke, je ne sais plus trop. Donc trail, Jérôme Bresson, puis on était dans Mestachibo. Mestachibo quoi. Très technique. Ça se finit par beau, mais rien de beau là-dedans. Ouais. En tout cas, c'est beau, mais bon, c'est pas... beau quand t'es en mode randonnée du dimanche. Quand t'es en mode trail, essayer d'avancer, puis tu roules à 9, 10, 12 minutes du kilo. C'est ça, puis t'as pas de dénivelé, quoi. Non. Je comprends pas, là. T'avances pas, mais t'as 100 mètres de D+, mais je cours à 9 du kilo. Bref, et donc là, Jérôme Bresson, qui était là, mais ça n'avance pas dans cette trail de merde, entre guillemets. Bref, c'était drôle après. Puis il râlait, puis là, moi, j'en pouvais plus aussi, j'étais au bout. Et on discute un petit peu, et il a envoyé quand même, hein. Il a avancé. Et moi, je suis au bout. Puis là, je lui demande, t'es sur quelle distance? Je suis sur le 110. Puis là, je suis, putain, il a encore la crête à monter, quoi. Moi, dans ma tête, je suis, il a encore la crête à monter, c'est pas possible. Je n'osais pas lui dire, le pauvre. Bah, il le savait très bien. Ah oui. Et on arrive au bout, là. Je croise le photographe, journaliste, Vincent Champagne. Il me prend en photo avec Jérôme Bresson, ou en tout cas, il était un peu avant, un peu après. Puis là, moi, j'ai à Vincent. J'en peux plus. Je vais arrêter, c'est fini. J'arrête de courir. J'en peux plus, quoi. Je savais plus où était la fin. Et puis là, Vincent qui me dit, mais là, t'es arrivé, c'est fini. Mais, et puis moi, je dis, mais non, c'est pas fini, là. Je vois pas la ligne d'arrivée, c'est pas fini. Arrête de me dire c'est fini. Bref, tu sais, quand t'es au bout. Et puis effectivement, j'avais fini, il restait 1 kilomètre. Je sortais du truc. Et là, donc, Jérôme qui, lui, à un moment donné, tu remontes un petit peu, tu prends un peu de route asphaltée, tu remontes sur le Mont-Sainte-Anne, enfin sur le bas. Et là, tu descends pour l'arrivée du 80, et eux, ils continuent. Et paf, la crête. À gauche, et là, je le vois partir, Jérôme. Et là, je fais... Ça! Mais c'est mental aussi, parce que comme tu dis, t'as un ravito, puis c'est un bon moment aussi. Moi, je sais que j'ai un pacer qui va être là, qui va embarquer avec moi. C'est le moment que oui, puis dans ta tête... que je vais passer, je vais mettre mon kit de nuit. Là. Je veux dire, je vais me prendre une lampe frontale, puis... Puis dans ta tête, tu sais que tu vas pour là, tu vas pas pour arrêter. Mais donc... pendant ce temps-là, pendant que t'es en train de changer ton gear, puis tu sais, t'es en plein ravito, tu changes de bas, tu changes d'espadrille, ça va te crier au micro, et voilà, le termine le 80 km, et là, t'es comme... Fuck. C'est correct, c'est mental, ça fait partie du charme. Ouais, puis c'est ça, il est mindé pour un truc, toi t'es mindé pour autre chose. Mais bon. C'est vrai que je trouvais ça difficile, moi, quand je les voyais devoir repartir après, mais tu le sais au départ. Il reste que 30. Il reste que 30. Bon, il reste deux ascensions qui vont s'attendre, mais c'est que 30. 30, c'est la sortie longue du week-end, ça, 30. Exact. Avec une crêpe puis un pionnier au complet, mais bon. Ouais. Là, on a parlé de vos deux grands défis. Marjorie termine son 18 mois d'Every Single Street. Guillaume qui vient de remporter le Trail Chic Choc. Avant de passer à la conclusion de l'entrevue, j'ai le goût de vous demander, vous êtes un couple depuis 2004, vous disiez tantôt, vous voyez, vous vous côtoyez à travers ces défis-là. Guillaume, qu'est-ce qui t'impressionne le plus au quotidien dans la discipline sportive ou dans la pratique du sport de Marjorie? Sportif ou non sportif, ça va être tu sais, quand on dit il faut quand tu veux atteindre quelque chose, c'est bien d'avoir de la volonté, mais ce qui paye, c'est la rigueur. Parce que tu as la meilleure volonté du monde, si tu n'as pas la rigueur, ça ne marchera pas. Là, quand tu dois te lever le matin pour aller courir. Voilà. Marjo, c'est la rigueur. C'est-à-dire que si elle a décidé qu'il fallait qu'elle se lève pour aller courir, elle va se lever pour aller courir. Mais c'est pas à 6h du matin, c'est à 5h du matin. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'admire parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Voilà.
Hein? Ça, le matin, t'es pas du matin. C'est pas ça. grave. Oui, mais je cours pas de la nuit non plus. Donc, je sais pas si je suis du matin ou du soir. Je suis du milieu de journée, en fait. Hein? C'est ton... Ouais, non, mais voilà, parce que je sais pas. Alors, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'est Marjo? Je pense que c'est toi, parce qu'on te le dit souvent aussi, que t'as une... Je suis un peu têtue aussi. Oui, mais moi aussi je suis têtu, mais ça n'empêche que le matin, voilà quoi. Moi, quand elle me dit tu vas courir demain matin, je sais pas, ok, parce que je me laisse l'opportunité d'y aller ou pas. C'est souvent pas, mais c'est ça, c'était mon créneau moi le matin. Ouais. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est cette espèce de rigueur et cette détermination qui fait qu'elle arrive au bout de ses choses avec ce qu'elle a envie de faire, avec son voilà, ce qui la motive, c'est ça, et voilà. Les yeux rivés sur l'objectif. Oui, exact. J'entends la question. Au quotidien, tu l'as vu venir. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qui t'impressionne de Guillaume? Mon nombre d'heures de sommeil. Oui, une bonne récupération de sommeil. Ça, c'est important. C'est la clé. Non, mais c'est la clé, je sais. C'est la récupération. Moi, je dors peut-être n'arrête pas de assez, lui dire. mais ouais, ça, moi, je suis pas une grande dormeuse. Mais lui, il récupère le sommeil que... À deux, vous avez le 16 heures que deux personnes ont besoin, chacun 8 heures. Exact. Ouais, il a une bonne portion. Lui. Non, Guillaume, j'aime bien sa façon de voir la simplicité de son... Enfin, il aborde la course de façon c'est très simplement. Il se prend pas la tête. Il fait toujours ce côté prendre du désorganisé en fait. Joli. Voilà. Je n'osais pas le dire le terme. Non, mais c'est parce que c'est ça, il n'y a pas de plan. Mais c'est très bien comme ça. Comme ça, il n'y a pas trop d'enjeux, même si lui, il s'en met des fois dans la tête. Mais c'est ça, il n'y a pas il se met pas la pression. Il pense plus. Bon, c'est un défaut, il pense pas assez à lui peut-être, mais il pense à sa famille ou à ses enfants, à moi, avant peut-être de penser à lui, parce que c'est ça, il n'y a pas de plan de cet entraînement, ça vient comme ça vient. Donc c'est ça qui est bien, ça reste abordable, il ne se prend pas la tête, même s'il gagne les courses. Il n'y a pas la grosse tête. De se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir la discipline, c'est ça, c'est sûr qu'il a... la tête, et d'y aller, je pense que c'est un sport qui permet ça. Je pense qu'en marathon de très très haute performance, en triathlon de haute performance, il y a peut-être moins de marge pour ça. Alors qu'en trail, je pense que c'est du temps sur ses jambes, c'est une game mentale. L'entraînement, la préparation physique, l'entraînement physique se passe avant. Rendu le jour de la course, oui, le physique est nécessaire, mais ça se passe qu'entre les deux oreilles. Non, c'est ça. Oui, je vais juste mettre un petit bémol quand même. Mais, c'est qu'on n'est pas, en tout cas pour moi, je ne suis pas dans le niveau élite peut-être au Québec, mais je pense que des gens comme Jim Wamsley, Kylian Jornet, François Daen, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux ou quoi, Thévenard, ils doivent quand même avoir une discipline. Ouais. Ils ont que ça peut-être à penser, quoique pas forcément, mais oui, ils ont des qualités, ils ont des aptitudes de base, ils ont une capacité, voilà, mais il y a une discipline, ça ne marchera pas sinon. Je suis pas d'accord. Ouais. Tu peux pas dire c'est pas tout cru dans le bec là, c'est pas possible. Non, c'est clair. Puis moi je suis pas du niveau, enfin je sais pas. Probablement le top 4 mondial. oui, je veux dire bon, après il y a cette couche, il y a l'élite provinciale, nationale, au Canada. Puis tu as ce top 4 là qui je te l'accorde. Au Capel, c'est les meilleurs du monde, puis c'est des gens qui ont aussi 100% de ce qui les entoure qui est dans cette direction là aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais oui, et tu as aussi raison ou c'est peut-être pour ça qu'on a des chances de performer en ultra en tant que coureur occasionnel, comme on peut l'être, ou voilà, en ayant une autre vie à côté, parce que effectivement, tu as des aptitudes physiques, tu as donc l'entraînement, et dans ce genre de distance, il y a une grosse part psychologique. Et je pense aussi que c'est lié à ta façon d'être, à moi, je suis persuadé aussi que mes performances, elles sont liées à peut-être que mon travail va m'aider parce que je suis capable, j'ai un métier qui est difficile où je peux passer des heures debout, des 15-16 heures à travailler debout, à très peu dormir pendant une semaine ou 2 semaines parce que c'est des périodes intenses pour moi de travail et je vais les accepter, je vais les endurer, physiquement je vais le tenir. Donc bon voilà. Je pense que l'expérience de vie
aurait un impact là-dessus aussi. Ouais. L'expérience, les creux qui permettent de remonter, tu sais, quand j'entends l'histoire, on en a plein de coureurs à tous les niveaux, mais tu sais, tu parles de Jim Wamsley, il y a la performance, il y a des grosses marques qui le supportent financièrement, il y a le fait aussi que le gars a un passé trouble, il a réussi à se ressortir de ça, puis je suis sûr que mentalement, ce gars-là a un mental d'acier. Tu sais, quand on le voit, son record du 100 km qu'il a fait à un événement il n'y a pas si longtemps, le gars, il a l'épaule en sang, puis il termine la course. Je veux dire, tu vois qu'il y a une force mentale, mais je pense que, je ne me rappelle pas avec qui j'en parlais, mais je pense que chacun de nos vies, notre quotidien, tu sais, Éric Dehaye, qui est un spécialiste du sommeil, passe des nuits blanches, mais ce gars-là, quand il passe sur un ultra de 4 jours à Moab ou je sais pas quoi, mais le gars, son quotidien, l'avantage peut-être sur d'autres athlètes d'élite qui dorment 10 heures tous les nuits, puis qu'il faut qu'ils se forcent à dormir très peu pour finir leur course. Lui, Éric Dehaye, sa job dans la vie l'empêche de dormir pendant de longues heures. Fait que je pense que plein d'activités, toi, ton travail, t'es debout continuellement, t'es cuisinier, t'es chef, ben il y a ça aussi qui impacte. Je pense que toutes nos expériences de vie viennent jouer peut-être un peu plus que d'autres sports. Peut-être que je me trompe complètement, mais moi, le sport que je connais, c'est le trail, puis je sens que l'expérience de vie, autant mentale que physique, vient peut-être aider, font partie de l'entraînement. Oui, c'est ça où tu as aussi ta capacité à rester accroché à un projet, à tenir à quelque chose. Parce que c'est ça, quand tu cours, à un moment donné, moi à la fin, quand je courais sur l'UTCC, bon, je parle de celui-là parce que c'est le dernier que j'ai fait, puis il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours, mais effectivement, mes jambes j'avais mal un peu partout, l'estomac passait plus, mais j'avançais de façon. Ce qui me faisait avancer, c'était continue. De toute façon, continue. Puis oui, t'as mal, mais c'est pas grave, ça va passer. C'est dans ta tête, là. Je cherche pas, là. De toute façon, si t'arrêtes, voilà. C'est entre les deux oreilles que ça se passe beaucoup, ouais. Exact. Ben, très intéressant. Avant de terminer, j'ai toujours, tu le sais, Marjorie, qui est une fidèle auditrice, les questions éclairs. J'ai déjà fait des questions éclairs avec Elliot. On a rebrandé ça quand c'est un deuxième invité qui revient. Guillaume revient, mais ça fait pas si longtemps que c'est prévu. Puis dès qu'on a commencé à parler, toi et moi, de faire un épisode ensemble, j'ai une idée pour tes questions éclair NAC. Fait que, Guillaume, je suis désolé, mais j'y vais pas le droit avec Marjorie. Non, mais de toute façon, quand j'ai vu le record de Dominique, oui, c'est ça. Parce que tu fais ça en 15 j'ai mes secondes. stats ici, j'ai mes questions éclairs sur papier, sur carton. Les records sont rendus très bas parce qu'on se c'est rappelle 15 que secondes. Là. Guillaume, à l'épisode 1, t'as fait 34 secondes. Mauvais. Nul. Pendant 5 semaines, t'as été dans le top 5. On va le dire comme ça. Ah, il est gentil quand même. Mais pendant 5 semaines, il y a eu 5 invités. Donc Bon, 5 maintenant, invités. En fait, tu fais que aujourd'hui, descendre d'un cran. Le FKT de Dom Gladu, qui a été établi dans un autour du feu il n'y a pas si longtemps. 17 secondes. Et on se rappelle que chez les femmes, le FKT est double. C'est Maïka Lamoureux et Anne Bouchard en 14 secondes. Donc, c'est quand même, ça l'a descendu avec le temps. Les femmes sont devant les hommes. Oui, ça c'est définitif. C'est comme les 200 mètres dans les femmes performent beaucoup plus que les hommes au FKT ou question avec l'arnaque. Je sors mon chrono. Puis tu vas voir, Marjorie, c'est une édition spéciale pour les auditeurs. Vous allez comprendre pourquoi après avoir entendu l'épisode et le défi de Marjorie. Okay. Donc, on a 10 questions. Je vais me les mettre pour être sûr de les voir. Tu veux que je tienne? Non, mais c'est parce qu'il fait la lumière. Ouais. Okay, attends, je t'éclaire? Ah, comme ça, je les vois. Ah non, ça va. Tu me dis quand t'es prête, on part. Ok, go. Route ou trail? Route. Saint-Roch ou Saint-Sauveur? Saint-Roch. Cap-Rouge ou Sainte-Foy? Cap-Rouge. Beauport ou Charlebourg? Charlebourg. Le Bourgneuf ou du Berger? Du Berger. Question NAC, bar ou gaufre? Gaufre. Saint-Émile ou Orsainville? Orsainville. Val-Bélair ou Loretteville? Val-Bélair. Limoilou ou Montcalm? Limoilou. France ou Québec? France. 23 secondes, non, très fort. C'est impossible. C'est plus de 11 secondes. J'ai gagné Guillaume, ouais, c'est ça. Je me suis fait laminer. Solide. Mais tu sais, je me suis amusé parce que là, c'était trop facile. Non, mais tu viens de découvrir... T'as perdu 3 secondes sur la dernière question. Tu viens de courir chaque mètre carré de cette ville-là, fallait challenger un peu. Donc bon, Limoilou, Montcalm, c'était prévisible quand même. Non, c'est sûr. Mais après, tu vois, j'ai un doute sur Orsainville et je sais plus quel... Parce que Orsainville, je vois où c'est. Saint-Émile ou Orsainville? Ouais, c'est ça. Maintenant, je vois. Mais donc les gens qui sont pas de Québec ont aucune idée qu'est-ce qu'on vient de dire. Ils comprennent plus rien. Les habitants, ils sont contents que j'ai ce podcast. Une carte de Québec, vous allez voir. Mais Saint-Émile, Orsainville, c'est pas loin l'un non, c'est ça. Mais des fois, je vois sur la carte Orsainville, visuellement, je vois sur la carte Orsainville avec le nom et puis un peu le profil du quartier. Là. Je vois un peu les rues. Ouais, puis tu sais, c'est pas. On s'entend que Québec est loin d'être Manhattan, ou même Limoilou, à la limite, à notre échelle, qui est très linéaire. Là. Québec, les quartiers, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je comprenais pas. J'habitais à Beauport, puis t'es sur la même route, puis t'as une pancarte.
que moi, quand j'étais jeune, tous ces quartiers-là qu'on vient de nommer étaient des villes indépendantes. Ouais, oui, on n'était c'est pas ça. dans le Québec. Puis Ça aurait t'es été sur plus le facile boulevard, à l'époque. T'es sur Beau-Royal, puis t'es à Beauport. T'es au Carrefour Beauport. T'as une pancarte, bienvenue à Charlebourg, cool. 4 minutes plus tard, bienvenue à Beauport. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu regardes une map, tu te rends compte que tout ça est enclavé, emboîté, pièces de puzzle. Exact. Fait que c'est le fun des autour du feu, c'est que je peux prendre mes questions éclairs, puis Hop, dans les le mettre feu. au feu. Les mettre au feu, 23 c'est secondes, magnifique. félicitations, Marjorie. Ouais, merci. Ben, merci à vous Wow. deux, c'était vraiment intéressant. Ouais. On a pu parler de chacun vos gros accomplissements respectifs des dernières semaines. Merci. Puis c'était vraiment le fun depuis le temps qu'on en parle. Ouais, non, je sais, Depuis le temps qu'on s'était dit, Guillaume, aussi, que bon, t'as été le premier à oser te lancer dans un ticoun que personne ne connaît, qui lance un podcast qui s'appelle Pas sorti du bois. Guillaume, le premier que j'ai Depuis- contacté et le premier qui a embarqué. Donc, je te remercie encore une fois. Ouais, bah écoute, c'est Dominique, je pense qu'il m'avait parlé de toi. Ou je sais plus comment ça s'est passé, mais ouais, moi, c'est cool. En tout cas, j'étais sûr que ça allait bien marcher parce que ça se voyait que t'es doué Passionné, là-dedans, en tout cas. c'est Ouais. ça. On avait eu beaucoup de plaisir ce premier épisode. Je suis impressionné par Je pense que ça doit te demander énormément de travail, de temps. Puis au début, quand tu parlais, tu fais un épisode par semaine, je me suis dit, ouais, mais ça marche pas. Par semaine, Je me suis dit la même chose. ça marchera pas, là, c'est trop de travail. Mais moi, je sais juste, tu sais, moi, je m'occupe des payes au resto. Et les payes, il nous faut 15 jours, déjà, c'est trop de travail. Là, je me dis, là, il faut qu'il trouve un invité, il faut qu'il change, qu'il trouve des questions, qu'il se renseigne sur l'invité, qu'il prenne le temps de l'interviewer, qu'il fasse son traitement. J'y connais rien, mais je me dis, punaise, mais là, et puis là, je vois que ça c'est fou, hein. Ben, L'engouement, j'ai plaisir à le franchement, je te faire. félicite Puis, là-dessus. ouais, hein. ouais. Moi, ça me permet des belles rencontres. C'est pas. Oui, je dirais pas que c'est du travail, c'est du temps, c'est un plaisir, c'est un hobby, Ouais. c'est un passe-temps. Moi, c'est mon plaisir de trouver des invités. Puis, tu sais, pour vrai, je l'ai vraiment facile parce que, tu sais, nécessairement, ça fait boule de neige ce truc-là. Fait que tu fais un épisode, puis là, tu fermes le micro, puis là, l'invité te dit, hey, tu devrais parler à un tel, puis un tel. Tu sais, Jean Fortier m'a sorti une liste de 10 noms. Ça a parti, puis ça fait boule de neige. Puis là, les gens m'écrivent, hey, moi, je connais un tel. Je connais un tel. Fait que, tu sais, ça se fait assez facilement. Puis, c'est juste le fun de côtoyer la communauté, puis d'être aussi réactif Ouais. sur ce qui se Ben, passe. ça se fait facilement, ça, parce que t'aimes ça. Ben voilà, exact. C'est une question de Donc, voilà. On va te féliciter pour ça. Parce que tu as réussi à faire ce que tu avais envie de faire. Écoute, la rigueur, hein, c'est ça que tu disais de Marjorie. Je pense que ça prend ça aussi. Ça prend ça pour se lever tous les matins, aller courir toutes les rues de Québec. À un autre niveau, ça prend peut-être un peu ça pour continuer, mais c'est facile quand je reçois des invités. Et comme ça, c'est le fun. Moi, là, autour du feu, c'est encore plus trippant parce que là, on est en vrai. Exact. On est plus par Zoom. Il a puis, fini sa disqueuse, le voisin, c'est magnifique. Ben oui, exact. Hein, parce C'est que formidable. tantôt, je sais pas si vous l'avez entendu en début d'épisode, mais il y a des gros travaux qui se faisaient dans la rue. Oui, ouf. Écoute, on avait la scie à chaîne, on avait le buffer. Avant que tu arrives, il y a la musique là-bas aussi. Là. Ouais, c'est J'ai eu vrai. peur. Ben, c'est ça qui fait partie du charme. Charme, Ouais. des enregistrements. D'avoir le bruit de fond de Limoilou. Oui. Ben, merci à vous deux, c'était Merci. vraiment le fun. Merci Yannick. Ouais, merci à toi. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui est toujours fidèle au poste après 47 épisodes. Et je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine, qui mettent des likes sur les publications sur les médias sociaux, qui vont écouter l'épisode sur Apple Podcasts ou sur Spotify, qui s'abonnent au podcast, qui me donnent du feedback. Moi, j'adore avoir des commentaires positifs, constructifs. Je suis ouvert à tout. Ça me permet de progresser. Et je remercie tout le monde qui est au rendez-vous. Puis je termine en vous remerciant à vous deux de m'avoir accueilli ici, puis d'avoir partagé vos histoires des 18 derniers mois. Exact. Eh ouais. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.